Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Effray TV et bienvenue sur le plateau du Hub pour cette nouvelle émission après un premier épisode sur la cybersécurité puis celui sur le no-code. On a décidé de s'intéresser à une thématique qui nous anime tous puisque tout le monde en parle en plus. C'est tout ce qui concerne la réalité virtuelle, la réalité augmentée et les métavers. Pour parler de ces thématiques-là qui sont à la fois très orientées sur la techno et à la fois très orientées sur le marketing et qui va nous impacter tous, on a deux invités de prestige avec nous, je vais vous les présenter dans une seconde. Avant ça, vous connaissez le principe de l'émission, on est sur Twitch, c'est une émission qu'on co-construit avec vous, donc déjà bienvenue à toutes et à tous qui nous avaient déjà rejoints. N'hésitez pas à poser vos questions à nos invités sur le chat, l'objectif c'est d'avoir quelque chose qui soit complètement interactif, donc n'hésitez pas, lancez-vous sur le chat. Si vous êtes lycéen, appelez vos potes de classe, si vous êtes étudiant même, appelez vos potes de promo, et comme à chaque émission, il y aura un instant gagnant, je ne vais pas vous en dire plus pour le moment. On va parler de tous ces sujets-là. On va, comme qui dirait, suivre le petit lapin blanc dans son terrier, pour ceux qui ont la référence, avec deux invités que je vous présente tout de suite. Salut les gars. Bonjour. Salut. Bienvenue. Alors, on va commencer par toi, Ryan. Ryan, alors toi, tu es étudiant en L3 international à Effray Paris. Mais en fait, quand on préparait l'émission, tu me disais la réalité virtuelle, la réalité augmentée, les métavers. Ouais, c'est plutôt un truc qui m'intéresse. C'est pas tant que j'ai spécialement prévu d'en faire mon métier, pas encore, tu sais pas. Et surtout, ce côté passion, tu l'alimentes grâce à une association à laquelle tu appartiens au sein du campus qui s'appelle Ice Effray. Est-ce que tu peux nous toucher un mot sur c'est quoi l'asso, qu'est-ce que vous fabriquez en fait? Donc en gros, Ice Effray, Ice c'est pas juste pour la référence à l'anglais pour la glace, mais c'est innovation, conception et évolution. Donc en gros, le but, ça va être d'utiliser de la technologie, donc informatique, électronique, pour essayer de faire des petits projets qui soient sympathiques. Donc on va avoir différents pôles, donc ça va être un peu nos domaines d'études. Par exemple, la réalité virtuelle, bon, qu'on ne lance pas trop avec la pandémie, c'est un peu compliqué. Après, on va avoir un pôle low-tech qui va être basse technologie, on va avoir un pôle drone, pôle innovation, et donc on va réaliser des projets qui sont assez sympathiques. Donc par exemple, le semestre dernier, on a fait un panneau d'affichage LED qu'on contrôle donc avec une petite carte. Je crois qu'on a même des images de ça en plus. Oui, on va demander à la régie de les diffuser. Ouais. Et on a fait aussi un supercalculateur, donc petit clin d'œil à Meta avec leur grand supercalculateur. Donc, il est aussi puissant. Alors il est peut-être pas aussi puissant parce qu'il est bientôt. Il est basé sur des Raspberry et vous nous avez collé un système de refroidissement un peu particulier. On a fait un refroidissement liquide, donc de base on devait le faire avec des tuyaux en solide pour que ça soit magnifique, mais c'est un peu compliqué, donc on a fait avec des tubes un peu souples et donc le rendu est très très propre. En vrai, il est magnifique. Il est magnifique. Il est magnifique ou il est pas magnifique ce super? Il est magnifique. Dites-nous dans le mec qui cherche des likes. On va essayer Dites-nous qu'il est magnifique. On va essayer d'y travailler, de faire des petits calculs sympa, voir la puissance qu'il a et peut-être faire de la cryptographie avec. Ok. On verra. Donc en gros, c'est une asso qui va à la fois se saisir de technologies, tester des choses, mais aussi vous embarquer dans des univers. Et c'est pas parce que tu es fan et que tu as envie d'en faire ton métier que nécessairement tu as ta place dans l'asso. Au contraire, l'idée c'est d'appréhender ces technologies-là. Exactement. Moi, je suis rentré dans l'association parce que c'était des domaines qui m'intéressaient, parce que je voulais aussi en apprendre plus. Et c'est comme ça que j'ai évolué dedans et maintenant ça fait 2 ans et je m'occupe aussi des partenariats, donc c'est très intéressant. Super. La transition est parfaite. Partenariat, tu parles de partenariat. On a avec nous un expert. Salut Nicolas. Salut. Et bienvenue chez nous. Merci de nous avoir rejoints et d'avoir répondu présent à l'appel surtout. Alors, je t'ai stalké. Je suis allé sur ton profil LinkedIn où tu es décrit comme un consultant expert en réalité virtuelle, réalité augmentée et métavers. Entre le moment où on préparait l'émission et aujourd'hui, tu as rejoint une entreprise. Cette entreprise, c'est Inetum. Tout à fait. Il s'avère que c'est une entreprise qui est partenaire de l'école, partenaire de la majeure imagerie et réalité virtuelle. Si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à aller sur le site de l'école. Déjà, un grand merci à Inetum. Un grand merci à toi parce que tu vas apporter plutôt l'angle daron de la tech à cette émission. Est-ce que déjà, comme ça, en scratch, tu peux nous dire quel est le positionnement d'Inetum et quel est toi, ton positionnement en rapport aux 3 technologies dont on va parler ce soir? Moi, je vais surtout parler du positionnement d'Inetum sur la partie innovation. C'est-à-dire que le but, c'est d'aller défricher des technologies intéressantes qui n'ont pas forcément tout de suite un marché ou qui vont avoir des applications, on va dire, plus étendues par la suite. Mais commencez déjà à aller dans ces domaines parce que c'est là où l'avenir va se jouer. Typiquement, les technologies immersives. Typiquement, les intelligences artificielles. Je dis les intelligences artificielles parce que, bien entendu, il y a différents types d'intelligence artificielle selon les usages, selon les besoins, etc.
typiquement le big data, la robotique aussi, énormément, tout ce qui est aussi robotique sociale. Donc le but, c'est d'aller défricher des terres vierges technologiques. Super. Alors déjà, tu as amorcé quasiment un spoil de l'émission, ce qui est plutôt cool. Ça va nous orienter plutôt vers le programme qu'on vous détaillera dans quelques instants. Il y a déjà quelques commentaires sur le chat. On va y répondre tout de suite. On a Ratine48 qui nous dit qu'il a invité tous ses potes de Terminal. Merci de l'avoir fait. Et tu nous poses une question. J'aimerais savoir si c'est grave de ne pas avoir pris NSI et d'avoir seulement spé maths, expert physique et chimie. Déjà, si tu as ces deux matières et que tu veux faire du numérique, t'inquiète. Tranquille. Oui. Tout devrait bien se passer. On a d'autres questions. On a une question. C'est comment le Coolous ? Écoute, c'est cool. C'est cool. À l'origine, c'était un Kickstarter. Aujourd'hui, ça s'est un peu amélioré comme techno. Tu vois, il y en a un qui est juste derrière dans le décor. Tu auras peut-être une chance de le gagner. Restez avec nous. Ils prennent des stagiaires. Chez Inetum ? Bah oui. Ils prennent des stagiaires. Ils engagent même des gens, dis donc. Ok. Et on a des questions. Alors, Khazar, merci d'être là, Khazar. Le métavers, c'est pas ultra récent. C'est des sujets qu'on va aborder pendant l'émission. Un peu de patience. J'ai entendu parler de métavers il y a 1 an et demi à peu près. Vous êtes déjà en train de vous exciter, c'est super cool. Vous êtes déjà il y a l'air d'avoir beaucoup d'animation. Ça pulse, tu vois, je dois gérer la chèvre et le chou, c'est plutôt cool. On va quand même commencer par un petit icebreaker. Ça vous concerne aussi dans le chat. Je crois même qu'on a un petit jingle icebreaker, je sais pas en régie. Alors, l'idée d'un icebreaker, c'est justement de briser la glace et de commencer par amorcer un petit virage vers les technos qui soit abordable pour tout le monde. Moi, j'ai une question à vous poser à tous les deux, mais à vous poser aussi à vous dans le chat. C'est à quel moment vous avez été impacté la première fois ou la dernière fois marquante sur ces technologies que sont la réalité augmentée, la réalité virtuelle ou les métavers. Je vais me prêter à l'exercice. Moi, il y a une fois où je m'en rappelle, j'étais pas du tout dans le numérique, j'étais plutôt dans une vie précédente, et j'avais téléchargé cette application Ikea qui te permet, grâce à ton téléphone, de tester le canapé dans ton salon comme s'il y était, voir si ça se marie bien avec le reste de la déco. Il y avait d'autres applications qui en découlaient. Donc n'hésitez pas dans le chat si vous avez des idées de ce goût-là. Tiens, il y a les images qui circulent. Très clairement, vous deux, je sais pas, chacun son tour, on va peut-être commencer par toi, Ryan. C'est quoi la première ou la dernière fois où tu t'es fait « Ouais, ok, c'est un truc de ouf ». Je dirais un peu, je parlerai de la dernière fois, c'était donc avec l'école. Donc merci l'école pour... Merci. Merci pour nous apporter des nouvelles technologies. Donc on était la première fois c'était pour le Talent Day, donc qui était présenté pour les M2 pour leur présenter des entreprises et leur apporter des offres d'emploi. Donc c'était sur Laval Virtual Center, qui est un peu un monde virtuel. C'est pas proprement un métavers, mais c'est un peu une ouverture sur un monde virtuel où on pouvait interagir, comme on peut voir directement sur le live, où on pouvait interagir, avoir des petites salles où on avait des conversations, amphithéâtre, des petites activités à l'extérieur. Et ça s'est vraiment concrétisé quand on a vu le séminaire d'orientation qu'on a eu en janvier. Et on avait beaucoup plus d'interaction. Donc on avait vraiment les majeurs qui étaient présentés dans des petits amphithéâtres. On pouvait donc interagir avec les professeurs. Et aussi l'après-midi dans des petites salles avec les anciens étudiants. Et vous pouviez danser visiblement. Et on pouvait danser. Alors, pour reprendre un petit peu la big picture du truc, en fait... je pense que Laval Virtuel et ces univers-là sont vachement développés avec le confinement qu'on a tous vécu. On aurait adoré vous avoir en physique dans un lieu hyper grand, un forum, un palais des congrès, un truc comme ça, taper dans la main des responsables de majeurs. On s'est rendu compte que c'était pas faisable. Et là, on s'est dit, Teams est une solution, mais c'est que de la visio, elle n'est pas très interactive. Teams, Zoom, enfin, quel que soit le truc. Et donc on s'est dit, tiens, la solution pseudo-métavers, monde virtuel, appelons ça comme ça, c'était une bonne parade. J'espère que vous l'avez bien vécu en tant qu'étudiant, surtout. Du retour que j'ai eu avec mes amis et tout le monde à peu près, c'était vraiment interactif et que ça apportait du plus par rapport à juste faire une réunion sur Microsoft Teams ou autre. Et puis il y avait des petites activités. Donc aussi ils avaient prévu donc une chasse au trésor, une chasse à la chouette, un blind test
pendant la pause, après la pause déjeuner. Et aussi, il y avait des bateaux. Donc, il y a eu beaucoup d'amusement avec des bateaux, des vols de bateaux, entre autres. Des vols de bateaux. Et donc, c'était vraiment intéressant. C'est un peu de fun dans l'éducation aussi. Ah, puis je plaisantais sur la partie danse, mais mine de rien, ça veut dire qu'il y avait une partie soirée où les étudiants pouvaient danser. Avec une petite discothèque. Ouais, c'est sûr que c'est On pas a la même chose. extrapolé le modèle jusqu'à un truc vraiment à fond sur une soirée online et tout. D'autant que ça montre un peu ses limites, je pense. Bien sûr. Oui. Avant de te donner la parole, Oui. on a une question quand même de Kaido93 qui nous dit en substance, pourquoi avoir choisi un jeu logiciel comme ça plutôt que du Minecraft? Franchement, en vrai, ça se vaut. à la limite, la techno qui est utilisée derrière, c'est pas tellement l'usage. Il y en a plein des technos, on a choisi celle-là. Pourquoi pas la prochaine fois faire un Minecraft? On verra bien. Mais merci pour ce commentaire. Alors, je m'adresse à toi, Nicolas. Franchement, je crois que ta photo de profil, déjà, on dit long sur LinkedIn. Je crois qu'ils l'ont retrouvé en régie. T'as vu mon t-shirt aussi. Déjà, ton t-shirt est cool, mais ta photo de profil est quand même Mais c'est le même en plus. assez ouf. Et t'as le même t-shirt. En fait, j'ai qu'un t-shirt. Alors, vraiment, la question un peu pour se lancer, comment t'en es venu à devenir expert VR, AR et métavers? Ça marche comment en fait? Comment on devient comme ça? Alors en fait, c'était un plan mûrement réfléchi depuis mon enfance. Non, bien entendu, c'était pas ça. En fait, il y a eu trois moments, je dirais, qui ont basculé qui m'ont fait aller vers ces technologies. Un des premiers moments, c'est le visionnage de Matrix à sa sortie en 99 de mémoire. Autant dire que ça date, autant dire que j'étais un gamin. Je sais plus si j'étais au collège ou au lycée. Et autant dire que j'étais bien loin de m'imaginer que je pourrais travailler dans ces domaines. Et puis surtout, autant dire que j'étais bien loin de m'imaginer que ça pourrait devenir quelque chose de réaliste et d'accessible technologiquement. Mais voilà, je me disais, en termes d'usage, etc., enfin, les possibilités que pourraient offrir des technologies qui permettent de vivre des expériences comme ça pourrait être extrêmement intéressant. Donc voilà, de nombreuses années passent, et je ne sais plus comment ni pourquoi, je me retrouve à Lyon, chez un studio de jeux vidéo qui fait des démonstrations de ses créations et qui fait la démonstration d'un Oculus Development Kit One. Donc le premier, le Kickstarter originel. Voilà, c'est ça, le truc qui a démarré, on va dire, le début de la folie réalité virtuelle, parce que ça existait avant, mais c'était hors de prix ou c'était pas très qualitatif. Et là, j'ai pu essayer deux expériences. Une où c'était un voyage, un ride sur un dos de dragon, qui était bien, mais qui fouettait la gerbe. Parce que... déjà, le roller coaster de 2014, désolé, c'était pas abouti, quoi. Non, mais le roller coaster en VR, c'est mort. c'est pas ce qu'il faut faire. Voilà. De toute façon. C'est ce qu'il fallait pas faire pour faire de la démo. Exactement. Et puis moi, je suis hyper sensible en plus sur tout ce qui va être les décalages entre ce que ressent l'oreille interne et la réalité virtuelle. On va pas rentrer dans le détail, mais ça peut être hyper violent. Et donc moi, j'ai testé ça, je voyais l'intérêt, mais en même temps, j'étais pas bien. Et par contre, j'ai testé un truc, mais tout bête, c'était une simulation de jeu de palais. Et là, tu te dis, jeu de palais en VR, ouais, super. Et sauf que jeu de palais, et ce qui contrôlait le palais, c'était la souris. Donc, tu as ta main au niveau du contrôleur, et tu es sur une table. C'est tout con, hein, mais ton cerveau fait le lien entre ce qu'il voit dans le casque de réalité virtuelle et ce qu'il ressent au niveau de tes mains, de l'impression que tu as de ton corps, etc. Et en termes de sentiment de présence, d'immersion, je suis dans la réalité virtuelle. J'ai eu des moments où je me disais, waouh, c'est impressionnant, je m'y crois vraiment. Je suis dedans. Ton cerveau était capable d'être triqué. Ouais, c'est ça, exactement. Ok. Et donc ça, tu t'es dit, allez, ça y est, c'est bon. Voilà, il y a un truc intéressant. Je me suis dit, cette techno, elle est intéressante. Bah, pas pour faire du jeu de palais, parce que c'est pas l'usage de ouf. C'est pas l'usage ultime. Voilà, exactement. La réalité virtuelle, le jeu de palais, c'est... Non, mais on va parler des applications au fil de l'émission. Effectivement, commencer par un jeu de palais, ça a l'air très... Ouais, ok, and so what? Maintenant, quand tu sais que tu peux t'en servir de ce genre de technologie pour coacher des chirurgiens ou pour coacher ce genre de métier hyper technique, en fait, tu te dis, ok, du jeu de palais jusqu'à quelque chose, fallait bien que la technologie évolue. C'est exactement ça, ouais. On parle de techno 2 secondes et de définition.
parce que on est avec des experts du numérique. Moi, je suis pas du tout de la maison, je suis désolé. Très simplement, quand on vous dit AR, c'est Augmented Reality, réalité augmentée. Alors, si je dis des âneries, il faut m'interrompre. Ouais, La réalité augmentée, schématiquement, on va demander à un logiciel de rajouter un calque sur ce que voit un appareil photo numérique. Voilà, ça va rajouter un objet à la réalité. Réalité virtuelle. Donc là, on est dans un truc qui est de tout au tout, avec un masque de réalité ou un monde virtuel en soi. C'est ça. Et ça, c'est VR, son petit nom. Et les métavers, est-ce que vous avez une définition à peu près solide du bazar? La définition, ça c'est plus compliqué parce que c'est encore une fois hyper conceptuel. Je dirais pour simplifier à mort, mais je vais faire hurler des spécialistes. Le métavers, c'est l'extension, c'est l'utilisation des mondes virtuels, mais de manière multi-utilisateur et on va dire l'extension des usages qu'on peut en avoir dans le monde réel. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, typiquement, un usage, l'événementiel. Tu veux réunir des étudiants pour faire un événement, tu les réunis dans le métavers. C'est-à-dire que oui, ça peut être un jeu vidéo type Minecraft, oui, ça peut être une plateforme type celle de Laval virtuelle ou ce genre de choses. Et le but, c'est tu les réunis dans une expérience virtuelle, mais qui va au-delà d'un simple Teams, une simple vignette. Il y a vraiment une notion d'avatar, une notion de se transporter dans un espace en 3D, d'interagir ensemble, etc. Ouais, c'est vraiment, je dirais, c'est un peu essayer de reprendre les bases du réel, mais en apportant aussi la technologie. C'est-à-dire qu'on va ouvrir plus de possibilités tout en gardant les concepts super intéressants de la réalité, c'est-à-dire les interactions, les avatars, entre autres. Mais après, on est ouvert à beaucoup plus de structures et on peut vraiment modéliser comme on veut. Des environnements, tu peux te téléporter, tu peux vivre des expériences incroyables. Alors, on a déjà des questions, ce qui est assez cool. J'ai l'impression que ça bouge bien, là. Alors, on en a un qui a une absence du 25 qui n'a pas été excusé. Désolé, passe par la scolarité de l'école. C'est pas trop le moment de parler de ça, mais on peut en parler limite en off. On a Loïc qui nous rappelle ou encore il y avait Second Life, qui était déjà un des premiers métavers, oui. On a une remarque un peu taquine. Ce qui est marrant avec Second Life, c'est de se dire Second Life, ça avait cartonné. Et qu'est-ce qui a fait que Second Life s'est retombé? C'est Facebook qui a pris le lead. Et Facebook, il a aussi engagé des anciens de Second Life. Il y a de ça quelques années, hein. Et en fait, le plan métavers, etc., c'est un plan mais mûrement réfléchi depuis de nombreuses années. On se doutait que Marc était un peu psychédélique quand même. On a des remarques un peu plus taquines qui nous disent expert entre guillemets d'une techno qui est sortie il y a 6 mois. Waouh. Alors figure-toi ça existe avant. Que les technos, avant qu'elles arrivent dans le grand public, il y a des entreprises qui bossent dessus et il y a ne serait-ce que des devs, des UX, des experts de design, mais même des optroniciens qui font la jonction entre ce que toi tu vois et le logiciel qui bosse derrière. Et donc c'est des technos qui sont en fait beaucoup plus anciennes qu'il n'y paraît. C'est pas parce qu'on en parle aujourd'hui, et effectivement on en parle trop même, mais c'est suite aux annonces de Meta, mais ça existait avant. Et bien justement, on va en parler un peu plus à fond. On va parler justement des technos, des métiers, de tout ça. Je crois qu'on a un petit jingle histoire d'approfondir le sujet. Parlons des technos. On s'intéressera après au marketing, justement, parce qu'on a un peu abordé le sujet. Techno-métier, c'est parti. Alors effectivement dans le chat ça part dans tous les sens. Je suis désolé, je peux pas répondre à tout le monde. On va essayer de répondre à une partie de vos commentaires. Pas besoin de s'exciter. Ça va être de pire en pire. Ça va être de pire en pire parce que maintenant que j'ai dit ne vous excitez pas, ils vont s'exciter. C'est normal, tu vois. C'est comme ça que. On va devenir le top trend de Twitter. Non, alors c'est pas l'objectif. En vrai, ça serait drôle. Ça serait très drôle. Histoire de faire un disclaimer, tout de suite, on parle beaucoup de méta. Parce que c'est un peu quand Facebook bouge une oreille sur le métavers, bien évidemment ça va drainer toute la presse, qu'elle soit mainstream ou tech, mais justement ce qui m'intéresse là-dessus c'est de savoir quel est le behind the scene, qu'est-ce qui se passe derrière, parce que est-ce que c'est parce que Meta parle du métavers que la techno est mûre, est-ce que c'est parce que la techno est mûre que Meta se lance dessus, c'est qui le premier de la poule ou de l'œuf là-dedans? Alors je sais pas si toi en tant qu'utilisateur déjà tu as une première vision, est-ce que je sais pas, Second Life, tu t'es dit non, bof, je suis pas mûr, je m'en fous. Est-ce que, je sais pas. Je dirais que, on a eu un peu des évolutions des métavers et je pense que ça a évolué par étapes.
C'est-à-dire qu'on a eu des premières versions. Après, on peut reprendre Minecraft, qui a été vraiment une ouverture vers tout le monde. Et après, Meta, genre, ça a été vraiment l'annonce pour essayer on va dire, d'un peu bousculer tout le monde et de ramener tout le monde vers cette technologie. Après, c'est encore, on va dire, je pense, que le début. Et donc, il va y avoir encore beaucoup d'étapes pour arriver à avoir quelque chose qui soit vraiment concret et qui attire tout le monde. Et alors, quand on préparait l'émission, tu m'as alerté sur 2 trucs. Le premier, c'est fais gaffe, il n'y a pas que le métavers de Meta. Exactement. N'en déplaise à Mark Zuckerberg, il y a d'autres boîtes qui sont en train de se lancer dessus. Oui, il y a le métavers d'Inetum. Il y a celui d'Inetum, il y a celui de Microsoft, il y a même Carrefour qui s'est lancé dessus. Et tu m'as alerté sur un autre truc, en mode fais gaffe, parce qu'en fait, le métavers n'est pas la solution ultime, c'est pas la quintessence des réalités numériques. Typiquement, si on prend l'exemple d'Apple, tu m'as envoyé un article qui était publié sur Frandroid de mémoire. Exactement. Qui expliquait que Apple, avec son casque, va se focaliser exclusivement sur la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Ils vont pas tomber dans le métavers. Sauf que un commentaire. Il n'y a pas longtemps, ils ont fait. Tim Cook a donné une interview et je crois que le journaliste a posé la question sur les sujets métavers. Ouais. Quid du métavers? Et la réponse a été on s'intéresse de très près à ces sujets et on est en train d'étudier comment aborder le domaine. Et je crois qu'ils ont pris 5% à la bourse. Rien qu'en disant métavers dans la phrase. C'est ça. Rien qu'en disant on s'y intéresse. Paf, 5%. Okay. Mais après, c'est n'importe quoi, hein, dans le sens où ça ne veut pas dire que l'entreprise, d'un coup, est devenue beaucoup plus valorisée. C'est vraiment, tout le monde s'excite pour un seul mot. Mais c'est de dire aussi la portée du terme aujourd'hui. Alors, il y a des commentaires. On a Lord Rhodes, je prononce certainement très mal, qui nous interpelle sur... en fait, le métavers concerne exclusivement 2 sens. La vision est le oui aujourd'hui. Cela dit, il y a des tas et des tas de startups qui gravitent autour de ces univers, qui font des retours haptiques. Alors le retour haptique, c'est soit une veste, soit un joystick. Un joystick est un premier retour haptique qui fait en sorte que tu as un retour expérientiel qui fait travailler le toucher. Ça, même dans les manettes aujourd'hui que tu peux avoir, soit dans les Quest, dans les autres casques, tu as aussi des petites vibrations qui peuvent être faites selon les actions que tu fais, et ça apporte un vrai plus en termes d'interaction, d'immersion. Donc l'objectif, c'est pas exclusivement de rentrer par la cartouche grand public de Meta et de se dire tiens, on nous fournit un métavers qui est limité dans ses interactions, tout ça. Aujourd'hui, c'est plutôt d'ouvrir un petit peu tout le champ des possibles et de vous montrer qu'il y a des boîtes comme Inetum qui ont des approches très professionnelles, de se dire tiens, on va foutre de la formation là-dessus, on va mettre d'autres choses dessus. Techniquement, quand on parle réalité augmentée, réalité virtuelle et métavers, moi il y a une question qui me taraude, c'est chez Inetum, c'est qui vos professionnels? C'est des devs, c'est des UX, c'est des graphistes? Comment ça génère quel métier derrière? Il y a des UX, il y a des graphistes, modélisateurs 3D, et ce qu'il y a surtout, c'est des devs Unity. Là, chez Inetum, c'est Unity. Dans d'autres boîtes, ça peut être de l'Unity ou du Unreal Engine. De toute façon, c'est les 2 moteurs principaux qui se concurrencent sur ce domaine. Et il y a un marché dans le sens où, aujourd'hui, vous êtes développeur Unity ou développeur Unreal Engine et vous avez du talent, mais vous avez du boulot. Ouais. Et vous avez beaucoup de boulot. Et vous êtes bien payé. Donc, il y a du taf là-dedans. Alors, on a Maël Edigami, je crois, qui nous dit ça me fait penser au film Ready Player One. Mais carrément. On a 2-3 remarques là-dessus. Est-ce qu'on va y arriver? Vers le film Ready Player One. Mais c'est la vision de Mark Zuckerberg. Je crois que c'était... Quand ils ont racheté Oculus, c'est pas ils forçaient, mais en gros tous les nouveaux employés qui rejoignaient Oculus, ils leur donnaient un exemplaire de Ready Player One en bouquin, et en disant il faut que vous lisiez ça parce que c'est la vision ultime de ce qu'on veut créer. Et c'est quand Mark Zuckerberg a vu le film, il s'est dit c'est ce que je dois faire. Okay. C'était sa vision. Genre quand il a vu le film, c'était vraiment ses bases. Alors toi, tu es à la fois étudiant et à la fois utilisateur. Tu grandis avec ce monde-là, tu vois. Est-ce que tu te vois en fait, si tu veux gamer, aller dans un univers en mode Ready Player One, si tu veux bosser, te mettre dans une salle de réunion en mode Ready Player One Pro, est-ce que tu t'imagines dans ce monde-là ou pas, tu vois? Je dirais oui. Pas aujourd'hui, quand on voit encore le pas qu'on a à faire sur les technologies et aujourd'hui on n'est pas prêt. Mais dans le futur, si on apporte les technologies et qu'on a vraiment l'immersion et que ça se rapproche de la réalité,
ouais, ça peut être très intéressant. Après, il faut encore, par exemple, si on est étudiant, il faut encore arriver à trouver les solutions pour prendre les cours en VR. Et je pense que ça peut être assez compliqué. Prendre les cours en VR, tu veux dire créer des expériences de VR? Prendre des notes en VR, je pense que ça peut être encore compliqué. Mais après, mais je crois que c'est justement Meta est en train de réfléchir sur le sujet parce que c'est la même problématique sur l'utilisation de la VR au niveau professionnel, c'est comment tu prends des notes. C'est tout con. C'est très compliqué. Il y a un métier peut-être insoupçonné ou une division de l'IT qui est un peu insoupçonnée là-dessus, et merci le chat de nous le rappeler, qui nous disent je déteste les NFT, et pourtant ils sont étroitement connexes au métavers. Quelle place pour les NFT dans le métavers? Alors, très concrètement, je pense que ça mériterait quasiment un hub dédié sur les NFT. Un NFT, c'est Non-Fungible Token. Tout à fait. Si je dis des bêtises, vous m'arrêtez. T'inquiète pas. Puisque les métavers sont basés sur un avatar, en gros, si je veux un stack LVMH sur mon avatar, je vais l'acheter chez LVMH et il va faire en sorte que grâce au NFT, c'est bien... Enfin, comment ça marche en fait? Ça, c'est la théorie. C'est comme ça que le présente Mark Zuckerberg, par exemple. Ok. Mais aujourd'hui, c'est quasiment pas interopérable. Tu vas pas avoir un NFT que tu vas acheter sur une plateforme, mais tu sais que tu vas pouvoir l'utiliser après de partout. D'accord. Sur The Sandbox, sur Minecraft, sur machin, sur bidule. Non, ça marche pas comme ça. Oui, dans la théorie, c'est ce vers quoi c'est censé tendre. Presque, on est obligé de passer par les NFT pour ça. Moi, j'en suis pas forcément persuadé. Les NFT, il y a clairement une survalorisation et une folie, mais complètement, comment dire. C'est quasiment de la mode. Mais oui, bien sûr qu'il y a un effet de mode, voilà, c'est ça. Puis il y a l'effet, un petit peu comme avec les crypto-monnaies, tout le monde a peur de louper quelque chose et en gros de devenir, de passer à côté de l'occasion qui va les rendre riches parce qu'ils ont acheté un NFT, ils l'ont acheté 300 balles et dans 5 ans, il va avoir 10 millions. Est-ce que pour autant ça a vraiment de la valeur intrinsèquement, ce NFT-là? Pas forcément. Est-ce que pour autant les NFT sont forcément l'avenir font partie de l'avenir du métavers? Pas forcément. Ça veut pas dire que ça sert à rien. Mais on va dire dans les usages qu'on en a aujourd'hui, c'est pas forcément très qualitatif. Alors, on aborde quasiment déjà un système de paiement, de marketing sur tout ce qui est réalité virtuelle et métavers. Ce sera une deuxième partie de l'émission. On va y aller pas à pas parce que sinon on va se prendre les pieds dedans. Retournons à la techno. Déjà, on parle de techno, là, un Oculus, comme vous le voyez derrière. Bon, aujourd'hui, c'est en gros, il faut mettre 350 € sur la table pour se l'offrir. Un HoloLens de chez Microsoft, c'est plutôt 3000 €. Et puis tu pourras pas te l'acheter toi, parce qu'il faut que tu sois une entreprise. Et si je prends une V-Card ou un cardboard, ça coûte 3 €. C'est de la merde. Alors en fait, la question que j'ai derrière ça, c'est plutôt quels sont les technos embarqués? Qu'est-ce qui justifie que ce sont des technos qu'on retrouve aujourd'hui typiquement à la Fnac en fait? Moi je vois, il y a 5 ans, c'était un truc qu'on voyait que dans la SF en fait. En fait, aujourd'hui... Mais ça existait déjà dans les laboratoires, mais ça coûtait extrêmement cher. Et on va dire pourquoi aujourd'hui c'est moins cher. Il y a plusieurs éléments. D'une part, les technos ont baissé, c'est-à-dire qu'on a typiquement avec un Oculus, on arrive à avoir une puissance de calcul suffisante pour afficher des graphismes en 3D qui sont pas incroyables par rapport à ce que peut faire une vraie tour de gamer, etc., mais qui sont tout à fait suffisants pour avoir une expérience en VR qui soit qualitative. Et en même temps, ces composants sont quasiment les mêmes que ceux d'un smartphone. Donc, avec on va dire les avancées techniques qui ont été possibles, ça a rendu possible le fait que ça coûte beaucoup moins cher à produire, alors qu'il y a 10 ans, ça coûtait minimum 20 000 € d'avoir un casque de réalité virtuelle. 20 000 €. Et il y a 20 ans, ça pouvait facilement atteindre 1 million, un système de réalité virtuelle. Moi, j'ai visité un système de réalité virtuelle qui a coûté 1 million à mettre en place dans une université. Et c'était il avait été mis en place il y a 15 ans. Et aujourd'hui, c'est de la merde par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Mais c'est normal, parce qu'à l'époque, on n'avait pas toutes ces avancées technologiques qui nous permettent de faire ce qu'on faisait aujourd'hui. C'est comme si aujourd'hui, t'as un super PC gamer et tu te dis, tu reviens 20 ans en arrière et tu te dis, bon, je veux la même chose, combien ça va me coûter? Ça aurait coûté 50 000 € minimum.
Et en effet, en fait, le jump technologique, si tu reprends les PC de l'époque, aujourd'hui, tu achètes un Raspberry à 10 balles et il te fait le taf, en fait. C'est un peu ça, ouais, tout à fait. Et ça évolue beaucoup plus rapidement. Quand on voit, par exemple, il y a des courbes sur l'évolution des calculs qui sont faits par les processeurs, et c'est quasiment x2 tous les ans. Donc c'est vraiment des technologies qui avancent très très vite, et donc c'est pour ça que on ouvre ça au grand public et que les tarifs baissent de plus en plus, et dans l'avenir ça descendra encore plus. Puis là aussi c'est la stratégie de Meta, d'aller vers un truc grand public, parce que le but pour eux c'est qu'ils aient un marché le plus étendu possible, pour que par la suite, il y ait de plus en plus d'utilisateurs et que du coup, la plateforme qu'ils essayent de bâtir rapporte de l'argent. Alors, on parle de gagner de l'argent dessus. Encore une fois, on déborde un peu sur la thématique là, du moment. On se fait un peu rappeler à l'ordre dans le chat. Ça sert à rien de balancer des termes comme NFT, VR, métavers dans la même phrase, alors que les trois n'ont pas nécessairement des choses à voir entre elles. Oui. Attention à bien déconnecter les différents univers et soyez attentifs quand vous faites des recherches de décorréler un peu tout ça. Est-ce que le métavers peut s'écrouler du jour au lendemain, comme les NFT, ou est-ce que c'est vraiment le turfu? Pour moi, c'est le turfu. De Nico. Pardon? C'est une question de Nico. C'est une question de moi-même. Okay. Non, ou alors tu as un don d'ubiqué, tu vois. Ouais, exactement. Oui, Nico, tu l'as posé 2 fois ta question. Qu'est-ce que non, mais je vois tout à fait. Je l'ai oublié. Est-ce que ça peut s'écrouler d'un coup? Est-ce que c'est genre juste une bulle et que, paf. Alors, moi, je pense qu'il y a une bulle aujourd'hui. Ouais. Enfin, on le voit bien, hein, les mecs qui annoncent ouais, j'ai vendu un yacht à 300 000 $ dans Sandbox ou quoi que ce soit. Ça sert à rien, arrêtez vos conneries. Mais ça n'empêche pas que malgré le fait qu'il y ait une bulle, les gens ont peut-être pas connu cette époque à la fin des années 2000, début des années 2000, où il y a eu la bulle Internet, où pareil, au début, Internet, c'était n'importe quoi, ça partait dans tous les sens, tout le monde y mettait des millions avec des startups complètement pétées, jusqu'à ce que justement il y ait quelqu'un qui dise non mais on va arrêter les conneries, tout est en train de perdre de l'argent parce que les projets n'ont pas de sens. Mais ça n'empêchait pas qu'il y avait des entreprises, ça n'empêchait pas que la technologie avait de l'intérêt, ça n'empêchait pas qu'Internet c'était intéressant pour certains usages, il fallait juste trouver les moyens de faire de l'argent ou alors d'apporter des usages intéressants pour les utilisateurs. Et typiquement, il y a des entreprises qui ont survécu même cette période. Ça n'a pas été simple, mais typiquement, Amazon est sorti et paru avant l'éclatement de la bulle Internet. Et aujourd'hui, Amazon est toujours là et puis bien présent. Ouais, plus que bien présent. Et on est un peu surpris très, de très voir présent. déjà sur les métavers. Et ils sont sur ces sujets. Ils ont un moteur 3D. Après, personne ne l'utilise, enfin très peu de gens. Mais ils ont un moteur 3D. Ils ambitionnent d'aller sur ces sujets. Alors justement, histoire de déconnecter complètement de l'utilisation métavers qui coulole avec des personnages qui ressemblent un peu à des Sims. Enfin, franchement, j'ai trouvé le graphisme un peu cheap. C'est vrai. On va vous montrer des applications de ces technologies-là, qu'elles soient VR, AR ou métavers. Moi, ma première question, à la fois sur le chat ou à la fois ici sur le plateau, c'est waouh ou mouais. Tu vois, vraiment. La question, c'est vraiment ça. Je vais demander à la régie d'envoyer le premier. Je sais pas si... Ouais. Alors, la première application à laquelle on pense, c'était naturellement le gaming. Donc, je suis allé voir sur le site d'Ubisoft et ils ont sorti ce jeu-là. C'est Eagle Flight, c'est ça? Eagle Quest de mémoire. Non, ça va pas être Eagle Quest. Je crois que c'est Eagle Flight. Je suis pas sûr, tu vois. Même moi aussi, je me... Alors, est-ce que déjà de base, effet wow ou juste optimisation d'un truc qui existait déjà? Quand ils l'ont sorti, je dirais que c'était un effet wow. Parce que il y avait pas beaucoup de personnes qui étaient vraiment sur la VR en tant que jeu, et enfin de gros studios qui en sortaient. Et je pense qu'ils ont fait un peu ce jeu pour tâter le terrain. Ouais, tout à fait. Pour un peu voir s'il y avait des gens qui étaient intéressés ou pas. Et je pense que le retour a été positif. Après, je sais pas au niveau des ventes si ça a été un gros carton ou pas. Je crois que ça n'a pas été un gros carton parce que la problématique aussi, à l'époque, c'est que tu avais très peu d'utilisateurs, donc très peu de matériel vendu, et du coup, pour en vendre, c'était un peu problématique. Mais après, je pense, comme tu le dis, je pense que c'était un essai, en fait, une expérimentation pour voir aussi quel est le potentiel du marché ou quel est le potentiel de la technologie pour faire du jeu vidéo. Et aujourd'hui, Ubisoft s'intéresse toujours énormément à ces sujets, notamment en faisant de la réalité virtuelle, mais dans des salles dédiées. Ils ont une offre, tu peux vivre une expérience Assassin's Creed, ils ont prévu de faire une expérience Tom Clancy, une expérience Far Cry, etc. en réalité virtuelle, mais pas avec ton casque chez toi, en allant en salle, en payant, okay. Voilà, un peu comme tu vas au ciné, quoi. Donc en gros, c'est un peu, on tâte le terrain, on fait un peu une démo technique, on regarde si les retours sont bons, et après on voit si on exploite, si on approfondit le truc. En tout cas, ce jeu, je pense que c'était
la stratégie derrière. Et moi, j'ai envie de dire effet waouh ou effet bof. Moi, c'est effet gerbe. Parce que le problème, non mais vraiment, c'est le risque aussi, mais ça c'est parce que t'es un daron en fait. Mais non, c'est pas parce que je suis un daron. Ça dépend des gens. Non, en fait, ça dépend un peu de la mécanique qu'on a et Exactement. de comment on se repère dans l'espace, etc. Ça dépend des typologies d'individus. Exactement. C'est ce qu'ils ont testé, MK2 avant, c'était en 2016. Ils avaient vraiment fait un survol de New York sur une plateforme avec des ventilateurs et où ça s'inclinait. Donc c'était aussi pour que l'oreille interne s'habitue et pour pas avoir les problèmes. C'est ça, en gros ton corps se dit non mais il ressent quelque chose, donc je suis vraiment en train de le faire, donc je suis moins malade. Je caricature, je simplifie, mais c'est dans les grandes lignes c'est ça. Ok, deuxième application, parce qu'on a parlé de méta, cool, mais moi je vais prendre juste la petite tranche de méta qui concerne les réunions professionnelles. Voilà. Alors, dans la présentation de ce cher Zuckerberg, il y avait un truc avec un astronaute qui volait, etc. Il y a une entreprise qui s'est prêtée à l'exercice de tenter le truc en greffant du Teams et du ça. Très concrètement, moi, en tant que professionnel en exercice, je vois ça, je me dis, and so what? Est-ce que tu as testé? J'ai pas testé, mais justement, quel est votre retour dessus? La première truc que tu nous as dit, toi, c'est comment tu prends des notes? Oui, c'est ça. Et puis là, quand je vois la vidéo et quand je vois ce qu'on a fait à l'Effray, je dirais que l'Effray est meilleur que ça. Merci. Parce qu'on est meilleur que Facebook. Non, mais au niveau des graphismes, je dirais qu'ils étaient un peu plus jolis. Après, je sais pas sur la personnalisation des avatars ou autre, mais je dirais que c'était déjà plus joli et qu'il y avait plus d'écran et que c'était un peu plus intéressant et plus immersif. Là, c'est vraiment un premier abord et c'est assez bateau, je dirais. Mais tu as le premier problème de la prise de notes, mais toi qui justement baignes dedans, est-ce que tu te verrais passer 8 heures de ta journée avec un casque sur le nez? Bien entendu, tu passes pas 8 heures, mais c'est comme si tu passes 8 heures en conf Zoom, tu pètes un câble, hein. Faut dire ce qui est. Avec un casque, avec machin. Et voilà. Mais alors, moi, je vous invite à le tester en fait, avec des potes, avec des amis, Moi, je l'ai fait. Alors, très très rigolo, je l'ai fait à un entretien d'embauche. On était en réalité virtuelle. On s'est retrouvés, on était dans une station spatiale et régulièrement il y avait une navette qui débarquait, qui allait s'accrocher au dock et on avait la Terre qui tournait. Et c'était improbable comme situation. Mais en même temps, c'était vraiment très intéressant. Et en termes de sentiment de présence, ton interlocuteur que tu avais en face de toi, c'était quand j'étais chez France Immersive Learning, le président de l'association, Nicolas Dupin, il m'a fait l'interview, l'interview de recrutement en réalité virtuelle. Et moi, j'ai trouvé la démarche vraiment intéressante, atypique, et c'est fun. Et c'est effectivement, pour prendre des notes, c'est la merde. Mais pour avoir une réunion qui sort de l'ordinaire, où justement tu vas pas forcément avoir un truc Teams ou quoi que ce soit, plus pour développer la créativité ou quoi que ce soit, ça a de l'intérêt. Et en fait, on s'en rend pas compte. Quand on voit les vidéos, c'est clair, c'est pourri. Mais quand on est dedans, c'est pas la même. Et dans le chat, quand même, je pense qu'il y a quand même des gens qui l'ont testé. Au bout de 2 heures en VR, ça fait mal au crâne. Les graphismes, on repassera. À quand la deuxième version de cet univers? Enfin, moi, je vois le truc, j'ai un peu l'impression de voir un décor de Wii. Effectivement, je ne l'ai pas testé en immersif et je plaide coupable là-dessus. Maintenant, oui. Bref, il y a pas mal de commentaires dans le chat. Vous êtes scandaleux ces graphismes. J'ai essayé, ça marche bien. Mais garder ça toute la journée, tu deviens fou. Mais c'est pas évident. Attends, moi, j'avais même un pote, il voulait... Parce que tu sais, avec Minecraft, t'as une version de Minecraft en VR. Et il voulait passer la journée dans Minecraft en VR et il voulait dormir, genre s'endormir avec le casque et se réveiller dans Minecraft pour voir qu'est-ce que ça allait faire à son cerveau. Se dire, est-ce que je me crois dedans? Ça peut être très intéressant. Mais je crois que sa copine n'a pas voulu, je sais pas pourquoi. Mais le mec veut juste vriller, quoi, en fait. Dernier truc en date, quand même, et là, pour le coup, je vous invite à être méga critique, parce qu'on en parle beaucoup, et là, pour le coup, c'est le moment d'être critique. C'est cette espèce d'approche de se dire on va inciter tout le monde à se mettre dans une espèce de dystopie à la Matrix que nous a présenté Zuckerberg. Enfin, moi, je suis désolé, je sais pas, on a les images du bazar où il montre, tiens, ma maison se transforme comme ça, avec plus de trucs, plus de machins, je peux choisir ma combinaison d'astronaute. Enfin, déjà, moi, je trouve and so what. Et de deux, il y a peut-être un caractère un peu flippant. Tu vois, on voit les images. J'ai regardé le lendemain de sa présentation. Je me suis dit, ok, les gars, ils ont des milliards à dépenser en techno. Ils ont le pouvoir de changer le monde. Ils se revendiquent comme une entreprise qui doit connecter les personnes.
Et leur kiff, c'est de se dire, je vais faire un habitat en mieux chez moi, avec tous les gadgets que j'aimerais bien avoir, et point. Ça vous évoque quoi, ça? Toi, tu es futur expert du numérique, toi, tu es dedans. Enfin, est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est une opportunité gâchée? Je dirais, pour moi, c'est une opportunité un peu gâchée. Mais après, je pense qu'ils ont voulu vraiment faire un buzz et essayer d'attirer le maximum de personnes. Donc, c'est-à-dire essayer de faire rêver un peu les gens. Parce que si ils essayent d'apporter que des réunions ou des trucs professionnels, les gens vont pas vraiment mordre à l'hameçon. Alors que s'ils essayent de ramener un peu un côté fun, essayer d'appliquer des choses qui peuvent être drôles ou essayer de s'imaginer des choses dedans, je pense que les gens sont plus attirés. Enfin, pour la majorité des gens. Alors, toi, tu as peut-être des exemples plus concrets de ce que vous faites chez Inetum, typiquement, qui sort un peu de ce cadre gadget, quoi. Enfin, parce que là, moi, tu vois, quand j'ai vu la conférence, je l'ai regardée en direct au moment où elle avait lieu. J'étais déçu, en fait. Quand ça a été fini, au début, je pensais que c'était que l'intro. Parce que je me disais, ok, d'accord, il nous envoie du rêve, etc. Puis du coup, il va y avoir d'autres choses. Après, il va nous montrer concrètement, je sais pas moi, un nouveau casque, un nouveau jeu qui va donner envie d'utiliser le casque, une nouvelle application qu'on n'aurait pas imaginée. Et non. Et c'était que ça. Et je me suis dit, ah, ok. Ok, d'accord. Ouais, effet d'annonce, quoi. So what, quoi. Ouais, et gros effet d'annonce, mais ça a marché. Ouais, mais alors, ça a marché avec toute la polémique qui est derrière, parce que typiquement, j'ai regardé ça, je me suis dit, ah d'accord, le gars a un problème avec son ego. Tu m'étonnes. Typiquement, sans nous, comme ça, une application concrète, qu'elle soit augmentée, virtuelle, méta, mais un truc parfaitement concret qui apporte du sens. Aujourd'hui, là, tu veux dire la VR, mais plutôt que ça. Mais la formation. Imagine, tu mets un casque de VR, tu te retrouves avec un catalogue de formation où tu peux te former à devenir plombier, tu peux te former à devenir travailler dans le BTP, à travailler, à devenir chirurgien, à être infirmier, etc., etc., etc. Moi, je l'ai testé, le fait de vivre, déjà de créer des expériences avec une équipe, bien entendu, etc. C'est pas moi qui le fais tout seul, c'est pas moi qui le fais tout court d'ailleurs. Mais de vivre une expérience de réalité virtuelle où tu vas apprendre des gestes métiers, où tu vas apprendre à faire la maintenance d'un train, où tu vas apprendre à faire de la maintenance mécanique sur des machines complexes, etc. Tu vas apprendre à faire de la maintenance sur des moteurs d'avion, des trucs, en fait, tellement difficiles d'accès habituellement. Il faut que tu arrives à un certain niveau d'études, il faut que ton école s'équipe du matériel qui coûte un bras, etc. Là, tu mets un casque VR et tu peux apprendre à faire 25 000 trucs. Pour moi, j'aurais eu ça étant gamin, mais putain, c'est génial! Alors, ça, c'est un peu toute la face cachée, je pense, de cet univers. Mais qu'on voit pas, bien entendu. Dont Mark Zuckerberg parle pas, parce que c'est pas ce qu'ils vendent, c'est normal. Et tu as des boîtes qui se lancent là-dessus, tu as des fédérations, je pense notamment à EdTech, qui agrège justement toutes les technologies au service de l'éducation. Il y a des startups qui se lancent pour envoyer des casques de réalité virtuelle à l'autre bout du monde. Pour des gamins qui n'ont pas, comme nous, la chance d'avoir des labos de chimie. Pour faire des expériences de chimie, autant le faire en réalité virtuelle. Il y a des réparateurs automobiles qui utilisent la réalité augmentée. Où, en gros, ils mettent une tablette et ils vont voir le moteur par transparence et le programme va les aider à dire le bouchon, il est là, etc. Ouais. Donc ça, c'est la réalité plutôt terrain. Moi, j'ai même vu un projet, c'était sur les moteurs de Rafale. En gros, c'était Dassault Aviation qui avait vendu des avions de chasse à l'Inde. Et du coup, ils se sont posé la question après, comment on fait pour former les Indiens à la maintenance de ce bordel? Parce que c'est la maintenance d'un chasseur Rafale, je te laisse imaginer. Et du coup, une des solutions, c'était la réalité virtuelle et la réalité augmentée, où en gros, tu peux apprendre sur du matériel qui est extrêmement coûteux. Parce qu'on parle d'avions qui coûtent plusieurs dizaines de millions. Donc oui, se former et tester sur... et si tu fais une connerie, c'est pas grave. Ouais. C'est en réalité virtuelle. Non, mais c'est vrai. Alors, c'est vrai. On a des commentaires, certains qui, moi, me font beaucoup rire. Quid d'un métavers par le biais de Neuralink? Ouais, mais alors, tu sais que c'est envisagé par certains. Effectivement, comment on va dire les manettes, le fait de comment d'utiliser sa tête ou quoi que ce soit, ça sera pourri. On va se brancher directement ça. On n'en est pas là, bien entendu. Et venant d'Elon Musk, il dit il y a peut-être même des chances qu'on soit déjà dans une réalité virtuelle et qu'on ne le sache pas exactement. On n'est pas loin du compte.
On a des questions plutôt éthiques et morales sur. Il y a déjà eu des agressions sexuelles du fait du métavers ou sur le métavers ou des situations de harcèlement. Pour moi, ça rentre dans les questions éthiques et qu'il faut se poser, et des dérives marketing issues du marketing qui vont arriver, parce que la techno elle est très belle, elle est très, très propre, très nickel et tout. C'est très cool de réparer un moteur de Rafale grâce à un casque de VR et de former des gens. Quelles peuvent être les dérives, à commencer par les dérives marketing? C'est un deuxième topic et on va se mettre un petit jingle histoire de se prendre une petite. Jingle dérive. Jingle dérive. Non, jingle marketing, c'est pareil. Alors, en termes de marketing, il y a pas mal de dérives là derrière. À commencer déjà par ce qui est drainé par la techno. C'est-à-dire que j'ai été assez flippé quasiment d'apprendre que dans le casque qu'il y a derrière moi, en fait, tu as un système de eye tracking qui va regarder ce que moi je regarde dans le métavers. Mais ça peut exister sur toutes les plateformes. Tu l'as pas dans le Quest 2, mais de toute façon ça va arriver avec le prochain casque. Et puis ça va arriver. C'est pas une rumeur, ça va arriver. Leur nouveau projet de casque, le prochain casque qu'ils vont sortir, les premiers plans qu'ils ont affichés, c'était vraiment avec des caméras vers l'intérieur pour faire de l'eye tracking. Bon, après, ils ont... Et puis aussi toutes les expressions faciales aussi. Oui. Ouais. Bah, et puis je pense qu'ils vont aussi étudier la pupille, genre si ça se dilate quand on regarde une publicité ou autre. Alors, c'est archi flippant. Et là, franchement, c'est le revers de la médaille de cette techno-là. Un rapport récent expliquait que l'Office américain des brevets et des marques avait enregistré un nombre de dépôts de brevets complètement faramineux de la part des GAFAM, à commencer par Facebook, sur le eye tracking, les applications marketing, les applications commerciales qu'il y a derrière. Ça fait franchement froid dans le dos. Moi, je m'intéresse un peu à vos deux approches, parce que moi, je suis un daron, je ne suis pas du milieu. Donc moi, je suis flippé parce que je m'inquiète sur ce monde qu'on va laisser à ma gosse. Toi, tu grandis avec cette techno-là. Est-ce que déjà, tu as une espèce de recul qui te permet de te dire, en fait, j'étanchéifie ma vision du bazar et j'y vais et voilà ce qu'ils font en marketing, je m'en fiche. Enfin, c'est quoi ton approche de ce truc? On va prendre l'exemple de Meta surtout parce que c'est ceux qui ont vraiment initié la chose il y a pas très longtemps. Je dirais sur le marketing, après on connaît Meta, on connaît Facebook et on sait très bien que sur les publicités ciblées ils sont très très forts. Et donc là je pense que ça va être vraiment une grosse avancée pour eux et qu'ils vont vraiment essayer de cibler à fond. C'est-à-dire que si on est dans le métavers avec d'autres personnes, on aura le même métavers, mais chacun aura des publicités ciblées sur ce qui les intéresse. Alors, ce que tu es en train de dire, que je comprenne bien, c'est que, mettons, on partage le même univers, un jeu ou un forum virtuel. La pub que tu verras affichée sur le tableau d'affichage, ce ne sera pas la même que moi. Et en fonction de la manière dont notre rétine à chacun réagit dessus, ils vont engranger de la data. Oui, c'est exactement ça. Et c'est pour ça qu'ils ont aussi acquis un énorme supercalculateur. La fameuse info, Facebook achète un supercalculateur de ouf. C'est pas pour faire tourner le bazar. Non, c'est pour gérer la data issue du bazar. Et ils vont faire la plus grosse IA. Ouais, alors aussi. c'est la data issue du bazar, mais c'est aussi la data... parce que, tu vois, le plan à long terme de Facebook et également d'Apple, on va dire la raison pour laquelle ils ne le sortent pas aujourd'hui, c'est parce que analyser l'environnement qui t'entoure et faire des choses qui sont pertinentes par rapport à reconnaître ça c'est un micro, ça c'est une télé, ça c'est ton pote, ça c'est machin, c'est trop complexe avec les technologies qu'on a actuellement. Et ils sont en train effectivement de bâtir le supercalculateur le plus puissant du monde, rien que pour analyser ce qui t'entoure et comprendre ce que c'est et proposer du contenu qui soit cohérent et pertinent par rapport à ce qui t'entoure. Alors, c'est assez chouette parce que je me dis, tiens, moi en tant que marketeur, cool, ça veut dire que les métiers vont évoluer, ça veut dire qu'on va avoir des métiers du marketing qui vont devenir hyper techniques, à mi-chemin entre la tech et le digital. C'est super chouette, il va y avoir de la data, il va y avoir une nouvelle utilisation, une nouvelle réalité à habiller avec les marques. Ok, cool. Et en face de ça, moi, je ne peux pas m'empêcher de penser que tu as le plus gros supercalculateur du monde, tu ne l'utilises pas à créer des molécules pour répondre des maladies, tu ne l'utilises pas à résoudre le problème de la faim dans le monde, tu l'utilises pour engranger de la data, pour vendre des choses. Je sais pas comment vous vous positionnez chacun. C'est à la fois très beau pour les experts du marketing, mais un peu éthiquement chaud, quoi. Quand même. Éthiquement, le problème, c'est que si à chaque fois tu te poses la question de qu'est-ce que tu fais pour l'humanité, quand tu regardes un film ou tu produis un film, etc., ça apporte pas, une évolution de l'humanité en tant que telle. Ça veut pas dire qu'il faut faire que des trucs qui servent à rien. Mais
pourquoi ce plan-là, pourquoi pas les voitures, pourquoi pas les machins, etc. Il y a tellement de sujets sur lesquels on est en train de flinguer la planète. Je ne suis pas sûr que ce soit les techno-immersifs. Après, les usages numériques aussi, qui deviennent de plus en plus importants, vont poser aussi des questions de consommation d'énergie. Oui, aussi. C'est ça. Après, regarde, aujourd'hui, tu peux faire du télétravail, mine de rien. Moi, j'utilise beaucoup moins ma voiture parce que j'ai la possibilité. On est dans une entreprise qui autorise une bonne partie de télétravail et qui est socialement acceptée aujourd'hui suite au Covid. Mais tu peux avoir un rendez-vous avec une personne. Tu n'es pas obligé de traverser la France. Ça change quand même beaucoup de choses. On a des questions, toutes plus cool les unes que les autres. Déjà, il va falloir choisir. Merci beaucoup dans le chat. Le studio est à Gorky. Non, pas encore. On réfléchit à l'héberger sur le campus de l'école. C'est une question sympa. Les smartphones enregistrent déjà la vue, les sourires, les colères. Les voix. En gros, on ne va pas aller beaucoup plus loin que ça. Et déjà, en fait, la voix est toute tracée. Merci de nous le rappeler, Flo. On a une question de Saiko qui nous dit est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ton métier à moi d'expert VR, AR, moi, je suis consultant, messieurs. Qu'est-ce que ça veut dire, consultant? Mais au jour le jour, en fait, c'est quoi? Oui. Tant qu'à faire, je vais lister les autres questions. 1984, le grand retour. Oui, pour ceux qui n'ont pas lu le bouquin de George Orwell, c'est maintenant qu'il faut le lire. Et dès que tu es dans le numérique, dès que tu es dans le marketing, intéresse-toi à ce bouquin-là, c'est une référence de carrément. Tu vas répondre à ta question. Si on peut importer la réalité dans un monde virtuel, forcément, on y importe aussi toute la dérive humaine. Donc en soi, exactement. En fait, rien de neuf sous le soleil. C'est comme tout, c'est un outil. C'est-à-dire que, comme avec le web, etc. Mais oui. Justement, jumpons là-dessus, puisque toi, tu es un consultant expert en la matière. En quoi tu arrives à transformer ce genre de technologie autrement que juste un gadget? Comment tu arrives à le transformer en quelque chose d'utile, un outil? Alors, par exemple, tu vas avoir, pour donner l'exemple de qu'est-ce que c'est que le métier de consultant, je donne un cas très concret, une expérience qui m'est arrivée par le passé sur un projet. On a un client qui arrive et qui est une entreprise qui s'appelle Sanofi, qui fabrique des vaccins. La problématique de Sanofi, c'est que fabriquer des vaccins, c'est hyper complexe. C'est-à-dire que tu as une documentation comme ça. Toi, tu arrives chez Sanofi, tu te dis tiens, je vais être technicien qui fabrique les vaccins. Ok, il faut déjà que tu te farcisses une doc comme ça, que tu la comprennes de manière super, que tu la connais sur le bout des doigts, sans pouvoir pratiquer le métier que tu vas pouvoir faire. Je te laisse imaginer. C'est un petit peu comme le métier d'astronaute. D'abord, tu as énormément de théorique avant de passer à la pratique. Et la problématique, comme avec le métier d'astronaute, c'est que tu peux faire très peu de pratique parce qu'en fait, le fait d'être en laboratoire et de fabriquer un vaccin, ça nécessite d'être sur une ligne de production qui est des équipements qui sont hyper coûteux, sur lesquels c'est hyper normé. Tu rentres, tu as 20 minutes pour te désinfecter, t'habiller, etc., etc. Donc en fait, tu rentres pas, tu ressors pas, tu fais pas faire une pause pour aller fumer une clope ou quoi que ce soit. Non mais c'est hyper complexe à mettre en place. Et vu que ça coûte un bras d'avoir une ligne de production, Sanofi s'est pas dit tiens on va s'amuser à mettre une deuxième ligne de production qui coûte je ne sais combien de millions. Juste pour former les gens, voilà. Juste pour que les gens ils voient à quoi ça ressemble. Si on a un stagiaire comme ça il pourra tester. C'est impossible. Et le problème c'est que du coup les gens qui viennent rejoindre la boîte, et ils mettent énormément de temps à être autonomes parce qu'ils peuvent être très peu sur le lieu et ils n'ont pas forcément la possibilité de pouvoir pratiquer le métier qu'ils vont faire. Donc ils le font quand c'est possible avec quelqu'un qui est avec eux sur la ligne de production, etc. Et je crois que ça leur prenait plus de 6 mois pour avoir quelqu'un qui devient autonome sur ce domaine. Et du coup, en réalité virtuelle, tu mets un casque, tu n'as pas besoin d'être dans une ligne de production ou quoi que ce soit, tu as juste besoin de 10 mètres carrés. Et tu peux t'entraîner, et tu peux faire des conneries. Ça aussi, c'est hyper important en réalité virtuelle. C'est que tu peux casser la machine, tu peux te péter le processus et te rendre compte de ce qui se passe. Quelle est la problématique ce que tu peux jamais faire en réalité en formation. Parce qu'il y a le coût derrière et exactement. Donc ça peut devenir très complexe. Et c'est pour ça l'avantage vraiment de la réalité virtuelle que je vois, c'est qu'on peut vraiment tout essayer et éviter les problèmes et les coûts qu'on peut avoir dans la réalité. Et donc, on peut aussi passer outre des périodes de temps pour se former directement dans le monde virtuel pour arriver à créer des choses. Et c'est le gros avantage, je trouve, et qui est super intéressant de niveau professionnel. C'est ça, c'est le super pouvoir du truc. Et par exemple, pour faire de l'orientation aussi, au lieu de te taper, tu vas faire un stage, etc. Mais en une journée, tu peux vivre 10 métiers différents.
Bien entendu, tu vas pas les vivre autant que si tu avais passé un stage de 10 mois à chaque métier, mais c'est incroyable en termes de connaissances de ce que tu peux faire, de ce qui te plaît ou ce qui te plaît pas aussi. Mais ça présuppose quand même que ces technos soient abordables par tous les métiers. Parce que si tu dis, tiens, en orientation, c'est un truc de ouf et tout, tu peux vivre 15 métiers en 10 minutes, c'est très bien, ok. Mais à date, en fait, il n'y a pas beaucoup de métiers qui sont capables de transposer une expérience en réalité augmentée ou virtuelle. Il y a de plus en plus d'écoles ou de métiers qui commencent à s'intéresser à ces sujets. Et aussi de plus en plus d'entreprises qui s'y intéressent parce que moi, de ce que j'ai vu, dans tous les domaines, tout le monde galère à recruter. Et que ce soit pour trouver des profils qui correspondent ou pour attirer des jeunes sur des sujets. Typiquement, il y a un truc, des métiers qui font pas rêver. Boucher, charcutier boucher. Mais dans un abattoir. Mais mine de rien, il y a toujours une grosse consommation de viande. Et en fait, la viande, etc., c'est pas des machines qui la découpent. Il y a des bouchers qui le font. C'est un secteur que je connais un peu. Oui, et le transposer en réalité virtuelle, c'est pas le plus tripant. Mais si, en vrai, c'est fun. Les métiers de l'agroalimentaire réfléchissent déjà à ce genre de truc. Il y a un truc sur lequel moi j'aurais tendance à vous donner un conseil à tous ceux qui nous regardent, que tu sois au lycée ou que tu sois futur expert du numérique, ingénieur ou pas. En allant à des salons professionnels, il y a de toute façon, dans chaque salon, des exposants qui présentent des casques de réalité virtuelle. Toujours. Soit des exposants professionnels, soit des gens qui proposent l'expérience de leur métier grâce à ça. Ça vaut le coup de tenter l'expérience et aussi de se positionner de l'autre côté de la barrière et de se dire, attends, si je devais le faire pour mon métier, si je devais le faire pour autre chose, comment je m'y prendrais? C'est toujours intéressant et une voie d'accès à la techno qui est beaucoup moins médiatisé que ce qu'on peut voir par Meta, par machin, par les jeux vidéo. C'est ça. Et après, un truc un peu plus expérientiel, quoi. Ouais, mais après, voilà, le problème aussi, c'est sur les salons, etc., tu peux avoir, entre guillemets, il y a à boire et à manger, dans le sens où tu peux avoir de la réalité virtuelle de qualité ou de la merde. Et du coup, si c'est ta première expérience, tu risques de dire, j'ai testé, c'était pourri, donc la réalité virtuelle, pour moi, c'est pourri. Du coup, testez-en plusieurs. Mais ou avec un ami. Ou avec un ami qui a, si on a un contact qui a quelqu'un qui a un casque de réalité virtuelle, testé après sur des salons. Et comme ça, on va dire un recul dessus. Et on sait apprécier ou non ce qui est proposé. Je crois que j'ai pas répondu à la question qu'est-ce que je fais, parce que j'ai commencé à parler d'un projet. Et en fait, le but, moi, en tant que consultant, c'est un client qui a des problèmes. Typiquement, là, c'est un problème de formation, comme on fait pour former des gens, etc. Et le rôle du consultant, c'est d'imaginer des solutions qui peuvent être faisables. Là, typiquement, sur de la consultant d'innovation, c'est comment tu utilises des nouvelles technologies pour des nouveaux usages, pour répondre à ces problématiques de manière pertinente, pour que ça apporte vraiment quelque chose. Et pas juste, on a fait du métavers, on a fait de la VR, c'était super. Et puis après, le truc, il va pas plus loin. Pour moi, et en toute franchise, j'ai tout intérêt à ce que le truc, ça marche, parce que le client il va vouloir faire plus de choses par la suite. Et j'aurais pas besoin d'aller chercher un nouveau client, etc. Au contraire, je vais tout le temps bosser avec les gens avec qui j'aime bien travailler, qui sont contents de mon travail, etc. C'est ça le métier de consultant, dans l'idéal. Donc, on a trois autres questions. La première qui nous dit, en gros, techniquement, ça peut te servir à conduire des avions de 6e génération, par exemple, sans aucun besoin d'entraîner le pilote sur des avions qui coûtent plusieurs millions, voire des milliards. Dans le pire des cas, tu commences par ça et c'est un micro-simulateur, un simulateur beaucoup plus immersif. Oui. Oui, ça existe. En réalité virtuelle, tu as des simulateurs qui, du coup, coûtent moins cher que les gros simulateurs qui coûtent plusieurs millions. On a Nimrod, désolé, qui nous dit Butcher Simulator. Mais ouais, mais carrément, mais ça existe en vrai. Ça existe. En vrai, why not tous les métiers d'artisanat, pourquoi pas en fait. Mais oui. Après, il faut encore qu'ils aient la techno, qu'ils aient accès à t'as même des métiers du verrier. Tu as le truc que tu vas pas forcément faire, qui est pas facile d'accès. Qui existe en réalité virtuelle. On a Étienne qui nous dit j'aimerais tester le métier de tueur à gages. Je pense que c'est un bon créneau. C'est possible. Non mais c'est Hitman, mais il est pourri. Je ne peux pas te dire VR. oui et je ne peux pas te dire de prendre Hitman parce que la revue sur Hitman est pas top. Il est truffé de bugs et non. Alors est-ce qu'on peut dire que GTA VR est le premier métavers? En vrai, franchement, non. Des métavers, il y en avait bien avant. Tu prends Second Life. Minecraft. Ouais, ou même Minecraft, ou même WoW, j'ai envie de dire, tu sais, World of Warcraft, c'était une sorte de métavers. Regarde Fortnite aujourd'hui. Fortnite est un métavers. Ouais. On a d'autres questions. Il y a eu des concerts sur Fortnite. Mais oui, il y en a encore. Ouais, il y en a encore. Et puis, attends, Travis Scott, je crois que c'était, de mémoire, hein, du genre, Travis Scott, en tant qu'artiste, il gagne 100 millions par an, je caricature, en donnant des concerts toute l'année, etc., etc. Avec un concert Fortnite, il a gagné 50 millions.
Il a vite fait le calcul, il s'est dit, en fait, c'est beaucoup plus rentable de faire ça. T'as eu une artiste aussi qui a refusé un concert sur Second Life, qui était payé en bitcoin, et je crois de mémoire c'était 10 000 bitcoins à l'époque. Oh, putain, elle a dit non, et depuis, désolé. On a d'autres questions. Alors, Alphac, pardon. Est-ce qu'un data scientist peut travailler dans ces technologies-là? Mais carrément. Si tu as envie d'être data scientist, tu peux bosser dans ces technos, mais tu peux bosser à peu près partout dans le numérique et pas que dans le numérique. Donc en vrai, si ces technos-là t'intéressent, oui, banco, mais je pense que les data scientists... Envoie-moi un message sur LinkedIn, t'inquiète. on arrivera à la phase un peu contact derrière. Animal Crossing aussi, bah oui, Animal Crossing, Ouais. Effectivement, un métavers. Le premier qui a introduit le métavers, c'est Nintendo avec Virtual Boy. Merci. Ouais, non. Ouais, non. Non. T'as testé? Est-ce que t'as testé? Je suis sûr que t'as Je pas pense testé. que s'il en parle, c'est qu'il a testé. Et non, les Tamagotchi, ça ne compte pas non plus. On va passer à l'instant un petit peu pause. On va tester un peu votre culture générale. Vous êtes encore 151 à nous suivre. Et déjà, c'est super cool de voir cette communauté qui s'agite dans le chat. On ne peut pas répondre à tout le monde, je suis désolé. Le côté butcher virtuel, ça marche du tonnerre. Mais ça existe. Les Je gars, vous jure, les gars, ça existe. va falloir être au taquet sur la culture générale. On va vous coller un petit jingle. Et après, je vous explique les règles. L'objectif, c'est de vous faire gagner un Oculus Quest 2. C'est parti, jingle. Alors, avant qu'on attaque sur les règles, il y a des reacts sur ce que je viens de dire. Il y a un mec qui a acheté des pizzas, plusieurs milliers de bitcoins. Effectivement, la prochaine révolution, c'est des métavers décentralisés où on peut créer et détenir de la vraie valeur. Why not avoir... Enfin, en gros, l'objectif de ce truc-là, c'est surtout de vous mettre le pied à l'étrier sur ces thématiques, que vous compreniez qu'il y a plusieurs métiers qui s'y intéressent, il y a plusieurs secteurs du numérique qui s'y intéressent, à la fois les techs et à la fois les marketeurs qui auraient tout intérêt à s'y intéresser. Le principe du jeu va être très simple. On va faire un quiz de culture générale. Il y a 4 questions. Je vais vous poser une question dans le chat, à l'oral. Elle est un choix multiple. Ok. Première chose, vous lâchez dans le chat pour savoir qui... Ouais, nous, on répond pas, c'est ça? Non, sinon vous spoilez le ouais. truc. On vous donne quelques secondes dans le chat, une trentaine de secondes, quelque chose comme ça. Et à l'issue de ça, on va voir si vous, sur le plateau, vous avez la bonne réponse. À l'issue des 4 questions, on verra celui qui cumule le plus de bonnes réponses. Celui qui cumule le plus de bonnes réponses remporte un Oculus Quest 2. En plus, c'est une version collector, parce qu'en plus, ils vont changer de nom. Ça va s'appeler MetaQuest, et ça fait un peu tirer la gueule à toute une communauté. Vous êtes chaud ? Allez. Ok. Je vais commencer par une question assez simple. J'espère que dans le Tamagotchi NFT. Et en vrai, ça existe. En vrai, je pense que c'est le meilleur commentaire ever. Première question. Dans le premier épisode de Matrix, si Neo avait voulu rester dans le monde virtuel, quelle pilule aurait-il dû choisir? Est-ce A, la pilule bleue, B, la pilule rouge, l'inverse, A, la rouge, B, la bleue, ou alors de quelle pilule on parle, de quoi tu parles, c'est quoi Matrix? Pilule du lendemain. Donc, ok. Bon, dans le chat, ça s'est déchaîné. Ça va aller. Vous avez tous la réponse. Sur le plateau, vous l'avez aussi ou pas? Et tu me crois si je te dis que non? Je suis même pas sûr de la... Non. En fait, il y a un seul truc qui peut expliquer ça, c'est que tu vois pas les couleurs. C'est ça, voilà, je ne vois pas les couleurs. Tu ne vois pas les couleurs. C'est ça. Est-ce que tu as la réponse? Bleu. C'est effectivement la réponse bleue. S'il y a un ex-aequo dans le chat, vous excitez pas, ce sera au premier qui répond le plus vite à toutes ces questions. Mais on va monter un peu en gamme sur les questions. Deuxième question. En quelle année Hugo Gernsback, romancier de science-fiction, d'ailleurs c'est l'inventeur du terme science-fiction, a-t-il imaginé le tele-eye glasses, ancêtre de la réalité virtuelle? En vrai, ça ressemble à un Oculus qu'il a inventé, le mec. C'est une photo qui est passée dans Life, un magazine américain. Est-ce que cette couverture était une couverture de 1954, de 1968 ou de 1979? Ça s'excite déjà. Alors, 1926, ça fait pas partie des réponses. Faut choisir la réponse. 1800. Alors, vous êtes plusieurs à avoir la bonne réponse. Est-ce que on va arrêter le chat là? Est-ce que sur le plateau, vous savez de quand date cette photo?
Alors, moi j'en suis pas du tout sûr, mais je dirais 1954. 54, et toi tu dirais quoi? J'hésite entre 68 et 79. 79, je dirais. Eh ben raté, c'est 68. Putain. Alors en fait, le mec, non content d'avoir inventé la terminologie science-fiction, a aussi développé toute une vision de quel pourrait être le futur. Et ça en fait partie. Donc pour lui, c'était une télé hyper immersive. Et on est vraiment pas loin des débuts des casques de... Il y avait eu un prototype de ça, Sony, bien avant l'avènement des casques VR, etc. Où en gros c'était une paire de lunettes et tu avais l'impression d'avoir une télé de 2 mètres de diagonale. À une époque où les télés de 2 mètres c'était pas facile à avoir. Maintenant c'est genre normal. Maintenant t'achètes une télé, ça coûte moins cher que les lunettes. C'est exactement Voilà. ça. Ouais. Ok, question 3. On va voir qui parmi vous est un peu cinéphile. Comment s'appelle l'avatar du personnage principal du célèbre film de Steven Spielberg qui intègre la réalité virtuelle dans le quotidien de tous les gamers? Bien évidemment, on parle de Ready Player One. On va vous mettre trois possibilités. Est-ce que c'est Lancelot, Prométhée ou Parzival? Il n'y a plus personne dans le chat en fait. Ah, d'accord, ils mettent des réponses A, B ou C. Je crois qu'il y a plusieurs fois la bonne réponse qui est tombée. On va arrêter les compteurs là sur cette question. Oh, détendez-vous, ça part dans tous les sens. Il y a quelqu'un qui a mis réponse V. Mec, c'est pas la réponse V. La réponse D. Est-ce que sur le plateau, vous savez qui a la réponse? Moi, c'est. C'est C'est Parzival. En effet, c'est Parzival. Il y a au moins un truc que je sais, tu vois. Ouais, c'est pas mal. Mais je pense que la dernière question va vous mettre tous KO. Et pourtant, elle est assez chouette et assez contemporaine. C'est assez cool de s'intéresser à ce genre de questions. Dernière question. Qu'est-ce que le Sensorama? Est-ce que c'est une machine de 1955 qui serait l'ancêtre de la réalité virtuelle? Est-ce que c'est un logiciel de création 3D et d'utilisation justement de la réalité virtuelle? Ou est-ce que c'est une veste révolutionnaire à retour haptique, justement, qui permet d'utiliser le sens du toucher, qui aurait été présentée au CES de Vegas, qui se tenait en janvier de cette année? Dans le chat, ça s'excite again. Je crois que dans le chat, mais franchement, vous êtes des oufs dans le chat. En vrai, vous êtes trop rapide. Sur le plateau, vous qui n'avez pas Google. Ouais, bah tu vois, ça se voit. Ou alors ça se voit pas. C'est parce que je suis en réalité. Toi, t'optes pour quoi comme Moi, la réponse A. réponse A? Ouais. Bah, en effet, Ouais. c'est la réponse A. Donc ça date de 1955. Et Mais en vrai, il y avait des trucs avant. Moi, j'ai vu, j'avais visité à Lyon. Il y a un musée, le musée des Frères Lumière. Ça paraît pas fun comme ça, mais mine de rien, c'est les mecs qui ont inventé le cinoche. Et bah déjà, il y a une exposition sur un truc à 360 degrés au début je crois même avant le XXe siècle. Voilà. Et il y a quelque chose qui ressemble à des lunettes, hein, mine de rien. Tu mets ta tête dedans et t'as des images. Bon, mais c'est en 3D. Pour un truc qui date pareil, fin 19e, début 20e. Et en fait, d'une certaine manière, ils avaient déjà anticipé comment on allait réussir à triquer un petit peu le cerveau. C'est ça. La seule parallaxes, problématique sur qu'ils ce genre de avaient, trucs-là. c'est comment tu fais pour afficher un film en 3D et le stocker et faire en sorte que ce soit un dispositif qui pèse pas un âne mort, etc. Donc ça répond à quand même pas mal de questions qu'on a eues dans le chat depuis tout à l'heure. Par contre, j'ai un retard sur le chat. Et Quest Tenebra, désolé, j'y peux rien, je change de connexion, quoi. Donc c'est qui a gagné le Quest alors? Là, franchement, qui a gagné, je peux pas vous le dire. On a des modos super sympas qui vont s'occuper du dépouillement. Voilà. Et soit on vous donne la réponse en fin d'émission, soit on vous contacte en direct en DM, soit on trouve le moyen de trouver le gagnant ce soir et on vous annonce le résultat sur l'émission du BDE qui va suivre celle-ci. C'est Mark Zuckerberg qui l'apporte. Qui apporte qui apporte le Quest. Non. Et je suis pas convaincu que s'il apportait le Quest, il se ferait bien recevoir par tous les gens du chat, parce qu'en fait, vous êtes assez mitigés sur Facebook, j'ai l'impression, dans le chat, ce qui est plutôt cool. Tu m'étonnes. En tout cas, merci à tous pour vos commentaires. Quel est le nom du premier casque VR? Il aurait dû lâcher un petit quel est le nom du premier casque VR? Bah écoute, ça dépend, tu vois. Ça dépend, mais parce qu'il y avait un truc qui était expérimenté par la NASA. Je crois que c'est les laboratoires JPL qui avaient fait ça. Il y avait une boîte qui s'appelait Virtuality aussi, une boîte anglaise, qui avait fait des trucs qui avaient cartonné à l'époque, où c'était surtout en salle d'arcade.
Alors, je me rappelle pas. Mais les années 90, puis en salle d'arcade, en J'étais VR. pas né. Et après, voilà. tu as eu des applications complètement dingues. Enfin, les casques de certains pilotes d'hélico, de pilotes de Rafale, ont de la réalité augmentée par-dessus. Ouais, aux États-Unis, Ouais. par exemple, leurs casques pour les avions de chasse, c'est des casques qui valent des millions et donc il y a plein de réalités augmentées à l'intérieur. À mon avis, le casque du Rafale, pareil, il coûte pas 10 €. Ouais. C'est sûr. Ouais. C'est pas un quart d'or. Donc, les applications, en fait, ne sont pas que du funky, que du Sims, que du Second Life. Il y a des applications beaucoup plus sérieuses que ça. Et vraiment, je vous invite à vous renseigner sur ces métiers-là. C'est des métiers passionnants. Et quand tu penses eye tracking, et la dérive, c'est de dire, tiens, marketing. Mais l'utilité dans l'armée, c'est que grâce au eye tracking, un pilote d'hélicoptère peut gérer une cible d'un côté et piloter par ailleurs son hélicoptère. Donc, il y a des technos derrière. Et c'est toujours utile de s'intéresser à ce qui se passe derrière en technologie. On va amorcer sur une dernière séquence. J'aimerais bien vous faire réagir sur quelques articles de presse que j'ai trouvés en préparant l'émission et avoir un peu vos réactions. Est-ce que c'est cool? Est-ce que c'est naze? Est-ce que c'est vraiment la réalité? Ou est-ce que c'est juste mainstream et que ça y est, tout le monde s'empare du sujet? C'est la revue du web et c'est parti. Alors, le principe est assez simple. On va vous diffuser des articles, enfin les montrer, on va les commenter ensemble. On va commencer par cet article qui traite de lentilles connectées. C'est-à-dire qu'il y a une start-up qui s'est dit exit le casque, le masque, le téléphone en réalité augmentée. C'est InWeave, une start-up qui a présenté ça au CES. Elle l'a présenté en mode pré-projet. Ils n'ont pas techniquement abouti le truc. Mais si tu écoutes le président, il est capable de te dire, en fait, oui, on peut afficher en surimpression sur ta rétine les notifications de ton téléphone, mais aussi, les vitesses autorisées sur la route. Pourquoi pas l'itinéraire pour des motards. C'est-à-dire que quand tu es en moto, avoir un GPS, c'est un peu galère. Alors, juste, déjà, question à vous deux. Est-ce que toi, tu aurais ça, tu serais le premier à le tester? Et toi, est-ce que c'est des sujets que tu creuses en fait? Alors moi directement, non. C'est pas des sujets que je creuse. Après, est-ce que ça a du sens? Est-ce que je crois que c'est quelque chose qui va avoir de l'intérêt? Oui, mais pas avant un moment. C'est-à-dire, moi je pense que... J'ai déjà vu d'autres startups aussi, je crois qu'il y a une startup suisse qui bosse sur ces sujets, qui est assez discrète, mais qui travaille extrêmement bien et qui est extrêmement... Parce que tu as une autre startup qui s'est lancée sur cette surimpression de la plein. réalité, qui s'appelle Google, qui a fait les Google Glass, et qui a fait Pchit. C'est ça. Et je sais pas, enfin, est-ce que c'est pas des Google Glass en plus petit en fait? Aujourd'hui, oui, et c'est même, entre guillemets, moins. Mais en fait, je pense que toutes ces boîtes-là, ce qu'elles sont en train de bâtir, c'est effectivement les prémices des technos qui seront utilisés dans 10 ans. Mais par contre, les brevets qu'ils vont avoir sur ces sujets, toutes les compétences, les technologies qu'ils vont avoir là-dessus, typiquement, ça va être des boîtes comme Meta, ou comme Google, ou comme Amazon, etc., qui va les racheter à coût de dizaines, voire de centaines, voire même de milliards. Parce qu'ils ont les moyens, ils vont en avoir besoin et ils vont pas s'embêter à réinventer à la roue alors qu'il y a une startup qui l'a fait. Parce que c'est vrai, il faut un budget qui doit être assez colossal pour arriver à développer ça et avoir vraiment une utilité derrière. Par exemple, l'exemple que tu as donné sur les motards, il y a déjà eu des concepts avec des casques, avec déjà des écrans pour faire de la réalité augmentée, pour afficher devant, et puis des caméras derrière pour avoir aussi un recul derrière. Mais après, c'est vrai qu'une lentille, ça pourrait faire une avancée considérable, mais après, avant que ça soit réalisable, faut beaucoup de budget, je pense. Donc la possibilité de rachat de brevets, je pense que c'est très envisageable. Puis ce qui va être rigolo aussi, c'est comment tu alimentes ta lentille en énergie avec des montures, et comment ça se passe au niveau à long terme, parce que tu dois balancer des micro-ondes à côté de tes yeux ou je sais pas quoi. On a Nimiron qui direct, lâcher les refs à Black Mirror. Ouais, aussi, ouais, carrément. On a Melagimi qui dit on t'implante des pubs directement dans les yeux, en gros. J'ai l'impression que vous êtes méga mitigé dans le chat sur cette dérive qui pourrait arriver du bazar. Et c'est assez cool de voir que vous êtes hyper alerte là-dessus. Parce que ça fait plaisir de se dire... Mais après, justement, quand tu regardes Black Mirror, il y a quelques épisodes, surtout un, qui finit bien. Non, mais... Vaut mieux le souligner. Non, mais c'est normal, c'est du divertissement. Et puis le but aussi, c'est de marquer les esprits. Et ce qui est énorme aussi, c'est que
L'entreprise qui produit Black Mirror, c'est Endemol Productions, qui a aussi produit Loft Story, les Big Brother, les trucs comme ça. Donc quelque part, c'est aussi pas mal de concepts d'émissions qu'ils ne pouvaient pas faire parce que c'était complètement anti-amoral, etc. Et ils ont pu le mettre en place dans les délires les plus fous, justement avec Black Mirror, en disant, regardez, si on pousse le vice loin, ça peut aller jusque-là. Mais en fait, encore une fois, ces technos, elles sont pas négatives en tant que telles. C'est comme un couteau. Un couteau, t'en as besoin pour couper tes carottes. Ça veut pas dire que tu vas forcément tuer tout le monde. Et pourtant, tu peux tuer des gens avec un couteau. Mais c'est pas l'usage que t'en fais à 90% du temps, un couteau. Bah faut pas regarder toutes les dérives qu'on peut avoir. C'est une nouvelle technologie qui est vraiment novatrice. Et c'est vraiment d'emboîter le pas pour essayer d'en tirer le maximum de positif et éviter les dérives. Après, par exemple, si on prend Meta, est-ce que leur réelle vision, c'est de faire beaucoup de bénéfices ou c'est vraiment d'essayer d'apporter beaucoup de choses aux clients? Et ça c'est de faire beaucoup de bénéfices. Tu le vois bien avec Insta ou Facebook, où ils ont été accusés d'utiliser des algos où ils savaient sciemment que ça foutait la merde au niveau politique, au niveau de l'image des adolescents et des adolescentes, etc. Donc oui, pour eux, la priorité, c'est pas le bien-être de l'humanité. Non, Meta n'est pas une entreprise philanthropique. C'est pas l'objectif. Maintenant, ce qu'on voit là passer dans le chat, est-ce que je peux avoir un adblock dans mes lentilles, s'il vous plaît? Je trouve ça très ouf en fait que vous ayez déjà cet œil critique de se dire, en fait, la dérive, elle va déjà exister. Tiens, je passe à la version payante pour pas avoir les pubs. C'est assez fou. Là où en fait, toi, ton approche est plutôt de dire, en fait, vous êtes des futurs ingénieurs, des futurs experts du numérique. Servez-vous de ces outils pour résoudre des problèmes plutôt que de juste faire de la vente avec. Quoi. De toute façon, toutes ces boîtes-là, elles vont avoir besoin d'ingénieurs pour développer ces projets. Et si les ingénieurs disent non, mais moi je le fais pas ça, eh ben ça se fera pas. C'est aussi simple que ça. Ou alors c'est que les plus mauvais qui vont rester. Et donc, ça sera pourri, et donc ça marchera pas. Donc, c'est un peu à vous aussi, de vous saisir des trucs, d'avoir des idées aussi d'applications auxquelles on n'aurait pas pensé pour ne pas en faire un truc seulement publicitaire. Deuxième article, on va entrer un peu plus dans le dur justement du méta. Univers parallèle et monde virtuel, la guerre des métavers est commencée. On parle quand même de guerre, à la fois technologique, innovation. C'est un article méga complet qui est sur The Conversation. Je vous invite vraiment tous à le lire si c'est un sujet qui vous passionne. Il parle technologie, il parle innovation, il parle commerce, il parle recherche de talent, mais presque de morale. Il parle de souveraineté. Parce que ça aussi, c'est un point à soulever. Dans la conclusion, on peut lire, cependant, à défaut d'une régulation par les gouvernements qui sont toujours très en retard sur la technologie, il semble essentiel que les entreprises s'accordent sur de bonnes pratiques en matière de respect de la vie privée, de cybersécurité, de lutte contre la désinformation, de consentement éclairé des consommateurs vis-à-vis des technologies utilisées dans le métavers. Donc, on se rend bien compte qu'en fait, on est en train de créer un truc qui, à ce jour, n'est ni régulé, il est autosouverain. Ça vous fait est-ce que là, le numérique doit se maquer avec du légal, avec du juridique? Comment vous voyez l'avenir de ce monde-là, en fait, pour pas que ça dérape? En fait, vraiment, le métavers, on va créer un monde virtuel. Donc, si on veut le régir, il faut qu'on ait quand même on va dire, pas comme des États derrière, mais un peu la même construction, avec du légal, avec des protections derrière, pour arriver à avoir quelque chose qui soit construit et qui soit utile pour tous les utilisateurs. Parce que on voit très bien déjà avec les réseaux sociaux toute la dérive qu'on peut avoir, avec les extrêmes, avec la désinformation, avec tout, et les influences politiques. Et avec les métavers, ça peut être encore pire. Donc, il faut vraiment qu'ils arrivent à avoir un contrôle derrière et justement du contrôle. Il y a ce point-là qui est hyper important, et aussi qui contrôle en termes de pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mine de rien, tu as beaucoup de boîtes qui sont des boîtes américaines. Ça veut dire que le métavers est américain, ça veut dire que c'est régi par les lois américaines, ça veut dire que en gros, les États-Unis peuvent aller regarder dans les logs ce qui se passe, etc. Que ta data de log est stockée sur un cloud américain, que tes échanges avec ton voisin dans le métavers sont stockés sur des bases soumises au droit américain et pas soumises au droit français, sur la protection des données, sur tout ce genre de trucs. Donc, qu'est-ce que tu appelles de tes voeux qu'on ait des solutions méta ou réalité virtuelle ou réalité augmentée française qui émergent? C'est ça ce que tu appelles de tes voeux? Entre autres, oui, tout à fait. Voilà, des solutions françaises ou européennes. Et aussi des solutions open source.
parce que ça existe aujourd'hui. Il existe des casques open source ou des projets de casques open source. Il existe même un protocole typiquement Inetom. J'en parle, c'est pas pour faire de la publicité, mais je sais que ça existe. Tu peux faire une et je sais que c'est bien. Il y a un protocole qui s'appelle UMI 3D qui est open source, dont le but c'est justement de faire en sorte d'avoir des échanges serveurs, clients, etc. Pour en gros créer des expériences de réalité virtuelle qui soient multi-utilisateurs, mais sans forcément transiter par les serveurs de Facebook. Et pour moi, c'est hyper important. Et au-delà de nos enjeux en tant qu'utilisateurs particuliers, on n'a pas forcément envie que tout ça aille se faire héberger dans des serveurs américains. Pour les entreprises françaises, typiquement, on parlait d'aviation, où tu peux parler d'espace, Ariane Espace, etc. Imagine, les gens ils vont utiliser de la réalité virtuelle. S'ils utilisent les solutions de Facebook, qu'est-ce qui empêche l'exploitation industrielle de se faire ? Et au niveau stratégique, il y a des enjeux géopolitiques. Tu vois. C'est même encore pire que ça, et c'est aussi pour ça qu'on a besoin de forces vives dans le numérique pour alimenter des technos européennes, françaises et européennes. Le Patriot Act, de mémoire, fait en sorte que si un seul de tes composants dans un casque de réalité ou dans un avion est issu d'une technologie américaine, l'ensemble du projet doit être déposé sur les serveurs américains, et c'est-à-dire qu'en gros, tu offres ta technologie gratos à l'oncle Sam. Et c'est pareil en Chine. C'est pareil en Chine. En Chine, ils ont vraiment une très, très bonne conscience du potentiel de ces technologies. Et ils sont déjà dit, on va le réguler. Ça va être comme Internet, c'est tac, tac, tu dépasses pas, c'est comme ça que ça se passe. Et ça ne sera pas autrement. Et on sait déjà qu'il va y avoir ne serait-ce que 2 métavers différents, comme tu as 2 Internets différents. Tu vas pas sur Facebook en Chine, tu vas pas sur YouTube en Chine, et c'est la même chose. Ça va être la même chose pour le métavers. Tu vas utiliser les plateformes du gouvernement chinois parce que eux veulent que tu utilises ça et pas autrement. Et donc pour éviter ça, je serais tenté de vous dire, engagez-vous, qui disait. Engagez-vous chez Inetom. On a plusieurs questions. C'est quoi le lien de l'article SVP ? Alors je l'ai pas là sous les yeux, mais si tu tapes univers parallèle et monde virtuel, la guerre des métavers est commencée. The Conversation, tu vas le retrouver. On le mettra en replay sur notre chaîne YouTube, il n'y a pas de problème là-dessus. Pensez-vous que des personnes pourront travailler dans le métavers et donc vivre dedans ? Nagato, je crois que Nagato, t'es pas à ta première question. Il y avait quelqu'un qui avait dit dans le chat, tiens, il y a un mec qui a essayé de passer une semaine entière dedans. Ouais. Est-ce que tu penses, vous pensez, parce que même ta génération, c'est peut-être la génération qui va vriller, est-ce que tu penses qu'il va y avoir ce problème-là de gens qui vont dire non mais attends, je déconnecte pas, je reste dedans? Je pense qu'il y aura une infime minorité qui peut y penser. Après, est-ce que le corps va supporter ou pas? C'est la question, mais je pense qu'il y en a qui seront tentés de passer beaucoup de temps à l'intérieur, et après que ce soit les limites corporelles qui disent stop. Parce que même une journée, ça paraît déjà très très long à l'intérieur. Après, c'est aussi à cause des dispositifs qu'on a aujourd'hui. Moi, j'ai envie de dire, tu vois, dans les années 80, avant que la micro-informatique arrive, tu allais dire aux personnes, dans le futur, il y aura des gens, ils passeront leur journée devant leur ordinateur. Ils travailleront devant leur ordinateur toute la journée. Et leur loisir, ce sera rester devant un ordinateur. Je pense que personne n'aurait cru à cette vision. Pour autant, c'est celle qu'on a aujourd'hui. Et je pense... avec on va dire l'arrivée des premiers téléphones portables, les grosses briques où il y avait même pas un écran avec trois caractères, ça devait être la même chose. Alors, les gars, vous allez passer votre journée sur votre téléphone portable. Ouais, c'est ça. Ouais, et là-dessus, tu as eu TikTok qui est arrivé. Merci. Oui, je suis d'accord. Si on arrive à apporter vraiment une immersion, parce que le problème, ça va être avec l'oreille interne. Mais après, c'est comme on voit dans Ready Player One. C'est vraiment si on a tout un univers de simulation, et par exemple on peut imaginer qu'on est en lévitation et qu'on a une machine avec 3 axes qui nous déplace. Ouais. Après peut-être qu'on pourra. Après il y a la question de si ça va fatiguer plus vite les yeux ou pas, comme on voit avec les écrans, mais après on pourra le pallier aussi. C'est ça, mais je pense que les technos évolueront tout simplement, hein. Et il existe aujourd'hui des trucs qui sont pas forcément accessibles pour le grand public, typiquement des casques avec une ultra haute définition, type ceux de l'entreprise Vario, qui sont quand t'as pas pu tester ça, tu te rends pas compte en fait du saut technologique. C'est vraiment regarder ce que sera la VR dans 5-10 ans. Ok. Alors,
Encore une fois, je vais jouer la carte du vieux Bah daron. oui. Moi, ça me fait un peu flipper cette histoire de se dire, bah tiens, on va faire mieux, plus vrai que vrai, etc. Enfin, Et puis t'imagines aussi, Ça fait il y, un peu flipper, tu y a des psychologues qui se disent, mais du coup, tu seras dans un univers où, en gros, tu auras des super pouvoirs. Oui, Et pourquoi tu vas retourner dans la réalité? et ça pose des C'est vraies vrai. questions derrière. Si la réalité est Bah trop oui. pénible. Bah, comme tu tu as risques de- des gens qui sont accros aux jeux vidéo. Ça apporte des questions méga éthiques, morales, sociales. On va pas avoir le temps d'approfondir et j'en suis Et désolé. non. On a un dernier article qui va faire justement la jonction entre toutes ces technos de réalité virtuelle et par exemple de robotique. Oui. Je sais pas si vous avez suivi l'info. Il y a Huawei déjà qui a racheté Boston Dynamics, si je dis pas de bêtises. Et leur vision... Et non, c'est Hyundai. Hyundai, pardon. Hyundai. Je me disais, mais attends. Désolé. Ouais. Désolé Hyundai. Vraiment. Et en gros, leur idée, c'est MetaMobility, c'est de corréler à la fois la réalité virtuelle, la robotique, faire en sorte que tu puisses contrôler ton robot par un casque de réalité virtuelle, faire la jonction entre différentes technos et différents trucs. Est-ce que vous, déjà, ça vous inspire et ça vous dit, bah attends, c'est pas une techno en soi, c'est une techno qui va joindre toutes les autres? Ouais, je dirais que ça peut être un futur. Ça peut être vraiment intéressant d'avoir la jonction entre les deux. Et je dirais qu'aujourd'hui, on a un peu déjà une vision avec les drones qu'on a donc directement en réalité virtuelle et qu'on pilote à l'instant T. Et donc ça, pour moi, ça serait l'extension de ça et adapté à plus de domaines et donc à plus de possibilités, donc à grande échelle. Moi, j'ai envie de dire qu'en fait, il y avait des projets qui étaient un petit peu connexes ou similaires, mais par le passé, encore une fois, pour des usages très particuliers. Typiquement, par exemple, même en France, il y a le CEA, le commissariat à l'énergie atomique, a travaillé depuis très longtemps sur le pilotage de robots pour manipuler du matériel nucléaire, parce que tu as la problématique. Si vous avez regardé la série Tchernobyl, regardez la série Tchernobyl, on se rend bien compte de la problématique de comment tu manipules des matériaux comme ça, et que tu as même des robots qui sont censés être prévus pour ou quoi que ce soit, qui sont flingués à cause des radiations. Et le fait de piloter à distance ce type de robot a du sens en réalité virtuelle. Et encore une fois, ce qui va permettre d'avoir de nouveaux usages, c'est le fait que ces technos deviennent moins en moins chers. Avant, un robot qui permettait de faire ça coûtait tant. Maintenant, des drones, rien que les drones. Avant, il y a 20 ans, un drone, ça coûtait bien plus cher que ça. Je ne suis pas expert en drone, mais je sais que ça coûtait bien plus. Et aujourd'hui, tu peux t'acheter un drone. Tu bosses, même si tu bosses pendant les vacances d'été, tu peux t'acheter un drone. Tu peux même le fabriquer ton drone. Mais oui, avec aussi, un peu de oui, Raspberry tout à fait. et un peu de boulot Ouais, quand même. ça peut On a d'ailleurs une asso qui fait ça, qui s'appelle Falcon. C'est hyper riche comme échange. Comprenez bien en fait que derrière ces technos, effectivement, il y a des métiers connexes, des métiers du marketing, des métiers du dev, des métiers qui vont fabriquer ces univers-là. Mais tu as des tas et des tas de métiers qui vont utiliser ces technos. Les métiers de la formation, les métiers de la chirurgie. On a des chirurgiens qui commencent à téléopérer littéralement et qui téléopèrent avec des robots. Et pour ça, ils ont besoin de casques de réalité virtuelle pour être dans la salle sans y être. Ils ont besoin de retour haptique et ils ont besoin d'une bonne connexion. Donc la 5G, par exemple, peut apporter la chirurgie à des endroits où normalement, avant, il n'y avait pas. Donc tout l'objectif, c'est justement d'arriver à réunir toutes ces technos. Et je pense qu'on a dépeint à peu près le potentiel de tout ça. L'émission touche bientôt à sa fin. Déjà, un grand merci au chat. Un grand merci à vous deux. Histoire de conclure proprement, et on reparlera du résultat de l'Oculus juste en fin d'émission. Moi, j'aimerais bien avoir un peu vos conseils pratiques, techniques. Est-ce qu'il y a une chaîne YouTube à suivre? Est-ce qu'il y a un influenceur? Est-ce qu'il y a une techno par laquelle commencer? Enfin, je sais pas, vous diriez quoi à un lycéen qui est passionné par tout ça, ou un jeune expert du numérique qui aimerait bien appliquer? C'est quoi le petit truc pour commencer? On va commencer par toi, Ryan. Moi, je dirais c'est surtout bien se renseigner. Parce que le métavers et la réalité virtuelle, la réalité augmentée, ça peut paraître des choses qui sont assez simples. Mais derrière, il y a beaucoup de technologies et beaucoup de choses qu'on ne peut pas forcément comprendre au premier abord. Et par exemple, si on prend les métavers, donc ça vient d'exploser et derrière il y a beaucoup de choses, donc il y en a beaucoup qui parlent d'NFT. Après il y a la crypto-monnaie, il y a la blockchain, donc c'est vraiment essayer de comprendre tous les fonctionnements et tous les rouages avant de s'immiscer dedans. Et c'est pareil quand on regarde
des personnes qui veulent investir dans les NFT maintenant, il y a 90% des projets qui fonctionnent pas. Donc ça, évidemment, sur les réseaux sociaux, on voit et on fait oh, bah, c'est facile, mais vraiment se renseigner et approfondir les sujets. Et il y a plein de chaînes YouTube qui en parlent. Que ça soit sur du positif, sur du négatif. Par exemple, il y a Asher, après Idriss Aberkan qui a fait sur le métavers de Facebook. Donc il y a vraiment plein de chaînes qui expliquent et qui conseillent tout. Voilà, par exemple, Idriss Aberkan, on est en train de... le diabolique métavers. Ouais, donc ça va, c'est pas putaclic comme titre. Non, mais je pense en fait que déjà, là, dans les viewers, vous allez vous retrouver là-dedans. Je suis pas trop inquiet. Ça n'empêche pas qu'il faut critiquer Facebook, clairement. On a des réponses à ton commentaire. D'abord, se renseigner, bon conseil pour se lancer. Merci de le rappeler. La base. Peut-on avoir le LinkedIn de l'expert ? Bah oui, on peut. En fait, Nicolas Perrier. Voilà, tu cherches Nicolas Perrier. Voilà, il est là et c'est un mec avec un masque de plongée. C'est facile, voilà, exactement. Un peu, c'est à ton tour. Ce serait quoi ton conseil, toi, pour un jeune pour un job. Alors, alors déjà, je dirais expérimenter parce que tout le monde en parle, mais beaucoup de gens en fait s'imaginent des choses de ce qu'est la réalité virtuelle ou ont testé un truc vite fait dans une soirée ou quoi que ce soit. C'est assez facile d'avoir un casque, même des casques d'occasion. Aujourd'hui, je peux avoir des Quest 1. Oui, c'est pas la dernière techno, etc. Mais tu peux en avoir à 100, 150 balles. Oui, c'est un budget pour un étudiant. J'en ai conscience. Mais ça vaut le coup. Je pense juste pour se rendre compte de ce qui se passe en fait. Ne serait-ce que comprendre ce qui est en train de se passer. Donc déjà, d'une part, expérimenter. D'autre part, expérimenter aussi dans la créa. Parce qu'aujourd'hui, on a la chance, mais vraiment une chance énorme, d'avoir accès à des outils gratuits. Tu télécharges Unity, tu télécharges Unreal Engine, tu as accès aussi à des cours en ligne, des tutos. Vaut mieux parler anglais. Et aujourd'hui, de toute façon, si tu veux bosser dans le milieu IT, je pense que la langue anglaise est un petit peu indispensable. Je te demande... Même toi, tu n'as pas besoin de parler, d'être bilingue, mais par contre de comprendre, etc. C'est un prérequis. Mais par contre, tu as accès à une palette de contenu pour comprendre comment créer assez facilement tes premières expériences virtuelles. Au début, bien entendu, ça va être pourri. Ton but, c'est pas le premier truc que tu essayes. Hop, c'est bon, j'ai fait un concurrent à Meta, à moi tout seul, alors qu'ils sont 10 000. Bien entendu que tu vas pas y arriver. Mais le but, c'est que tu montes en compétences. J'ai envie de donner un exemple. Dans la première boîte que j'ai fondée sur le sujet, dans une startup qui est donc spécialisée dans la réalité virtuelle pour faire de la formation, qui s'appelle Univers Studio, qui existe toujours. La première personne qui nous a rejoint, qui est devenu notre directeur technique par la suite, c'est un gamin de 16 ans qui est venu nous voir, qui avait un CV complètement pété. Normal, à 16 ans, t'as rien fait, t'as fait trois, si t'as eu du bol, t'as fait trois jobs d'été, etc. Par contre, il nous a montré ce qu'il savait faire, c'est-à-dire qu'il a amené un ordi, il a amené un casque VR qu'il avait acheté justement en bossant un été, et il nous a montré, regardez, j'ai fait ça, tout seul, sans être en cours, etc. Il avait même pas son bac. Et il nous a montré ce qu'il savait faire. Et on s'est dit, putain, lui, il est déjà passionné, il s'est renseigné, il n'a pas juste fait ses devoirs ou quoi que ce soit, il allait au-delà. Et aujourd'hui, il a eu de nouvelles opportunités. Il n'y a pas longtemps, il a travaillé sur une publicité, la dernière publicité pour Coca-Cola, qui est dans le monde du jeu vidéo, du e-sport, etc. C'est lui qui s'est occupé de toute la partie, le management de la partie technique sur la partie 3D. Tout a été fait sur Unreal Engine, alors que c'est un gamin qui a commencé chez lui dans sa chambre, avec un ordi, entre guillemets, pourri, et Internet, parce que tu as accès à tout. Si tu es motivé, tu peux y arriver. Donc si je résume, il y a une bonne part de curiosité à avoir. Vraiment, engagez-vous là-dedans. Si c'est des trucs qui vous passionnent, c'est pas parce que tu es au lycée que tu n'es pas compétent pour le faire. Au contraire. À fait. Et puis aujourd'hui, les entreprises qui s'intéressent à ces sujets, on va dire ce qui les intéresse le plus, c'est tes compétences. C'est ce que tu es capable de faire. Si tu montres que tu sais faire quelque chose, ça va beaucoup plus intéresser qu'un diplôme ou les projets que tu as pu faire à l'école. C'est intéressant. Je ne dis pas que l'école ne sert à rien. Alors, en vrai, pour ceux qui sont étudiants et qui sont étudiants chez nous et qui ne le savent pas encore, rejoignez des associations comme ICFRE, comme FRE 3D, passez à l'Innovation Lab. Si vous n'êtes pas à l'école, c'est certainement il y a des Fab Labs près de chez vous.
où il y a des démos techniques ou des meet-ups sur les sujets. Carrément. L'intérêt, c'est déjà de se renseigner en ligne, pas que, sortir aussi de sa zone de confort, aller à des salons professionnels, aller à des meet-ups. C'est tout à fait, nous, ce qu'on essaye de promouvoir, en tout cas, comme approche de ces sujets-là. L'émission touche à sa fin. J'ai eu un petit topo de la régie. Vous avez été trop nombreux à répondre sur l'histoire de l'Oculus. On a envie d'être juste sur la personne qui le gagne. On est en plein dépouillement de vos réponses. Ce qu'on vous propose, il y a le BDE Effray qui va faire son émission qui commence à 20h sur leur chaîne, mais on va la hoster. Eux annonceront le gagnant, histoire qu'au moins on ait un dépouillement qui soit vraiment Nickel. laser. Ouais. Voilà. De toute façon, un grand merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et d'avoir bombardé de commentaires. C'était hyper difficile à suivre. Je suis désolé si j'ai pas pu citer tout le monde, mais déjà un grand merci. Merci à nos deux invités. Si vous voulez approfondir ces questions de VR, de AR, de métavers, n'hésitez pas à les contacter tous les deux sur LinkedIn ou à passer une tête sur le campus. L'objectif, c'est justement de générer des communautés d'experts ou d'experts en devenir qui vont, Avec plaisir. qui vont pourquoi pas, apprendre ensemble. J'espère que cette émission vous a plu. La prochaine va être un niveau technique encore un peu plus ouf. On n'arrête plus le truc. On s'est fixé comme approche de parler de quantique. Voilà, et je suis tout à fait au point sur ce genre de sujet. On vous informera très bientôt sur la date de l'émission. Ce sera début mars. La suivante en avril de mars, ce sera sur les cryptos. Okay. Encore un sujet que je maîtrise vachement. Donc, du coup, ce que tu vas faire gagner, c'est un bitcoin, c'est ça? Alors, non, on va y réfléchir. Ça peut être peut-être une petite impression d'un bitcoin en NFT, histoire d'être dans le truc. Je sais pas, on va voir. Abonnez-vous à Effray TV. Effray TV, c'est une association avec qui cette émission est possible et je tiens à la remercier vraiment beaucoup. Merci à tous ceux qui nous ont aidés à monter le format, à la fois Inetom qui nous a rejoint sur le plateau, mais toutes les personnes impliquées. Merci à Ice Effray qui a répondu présent. Merci. Et merci à vous tous sur le chat. Vous êtes encore 104 en ligne, c'est un truc de ouf. Cette émission commence à avoir son public et c'est super beau à voir. Un grand merci. Passez manger quelque chose et revenez. Il y a le live du BDE Effray, c'est l'after show. Il vous en apprendra plus sur un petit peu ce qui se passe dans l'école. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.